présenter. Donc, je suis Stéphanie Akierman. Moi, comment je suis arrivée au RGPD? C'est-à-dire qu'il y a, dans une vie intérieure, en fait, on va dire, j'étais responsable de l'administration des ventes dans un grand groupe jusqu'à ce que les choses changent et que je souhaite en fait me mettre à mon compte. Donc là-dessus, j'ai proposé mes services en fait pour commencer à des entreprises sur l'organisation administrative, comment on pouvait gérer les choses, oui, s'organiser et faire en sorte que ça se passe bien, les aider vraiment un accompagnement là-dessus jusqu'à ce qu'arrive le RGPD et que les clients commencent à me poser des questions. Donc, j'ai commencé à les aider, donc à me former. Et puis finalement, c'est un sujet qui j'ai trouvé passionnant. Oui, ça peut surprendre certains, mais voilà, moi, je m'éclate avec. Et puis finalement, bah, je me suis formée et j'ai fait au CNAM une formation pour être déléguée à la protection des données. Je ne sais pas si ça vous parle, délégué à la protection des données. C'est en fait les personnes qui interviennent au sein d'une structure pour gérer la mise en conformité, pour gérer tout ce qui concerne la protection des données au sein de l'organisation. Donc, c'est en gros le chef d'orchestre qui va gérer un petit peu tout ça. Voilà. Alors, ce que je vous propose de voir ce matin, donc qu'est-ce que le RGPD? Voir qui est concerné, on passera brièvement dessus, parce que je pense que vous avez compris que vous l'êtes, mais des fois, on se peut se poser la question. On abordera brièvement savoir ce qu'est la CNIL, parce qu'on ne sait pas forcément de quoi on parle aussi. Du coup, alors je vais décaler les personnes. On regardera donc la définition d'une donnée personnelle, bien sûr, et on abordera la partie accountability et ses obligations, parce que les choses ont changé depuis l'arrivée du RGPD par rapport à ce qui était existant avant avec la loi informatique et liberté. Brièvement, on verra ce qui est un responsable de traitement, parce que c'est un terme important en fait, que vous allez trouver régulièrement et que des fois, ce n'est pas toujours facile de comprendre en fait, ce qu'on entend sous cette dénomination. Et alors, on rentrera dans le vif du sujet avec les 7 règles d'or qu'il faut avoir en tête quand on parle du RGPD. On parlera un peu de prospection commerciale parce que c'est peut-être quelque chose qui vous touche ou pas. Et définition d'un sous-traitant, parce qu'on ne rentrera pas dans le vif du sujet, mais que vous compreniez en fait que quand on est sous-traitant ou quand on travaille avec un sous-traitant, il y a des choses à faire. Les contrats, est-ce que le RGPD impacte aussi les contrats? Quelques informations sur le site internet et très brièvement la sécurité aussi, parce qu'en fait, le RGPD comprend aussi la sécurisation des données. Et si on a une violation de données, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est assez chargé. On va avoir 2 heures assez denses, mais n'hésitez pas quand même à poser des questions. Si on n'a pas le temps de pouvoir, au pire, de toute façon, vous aurez toujours possibilité de pouvoir reprendre le diaporama par la suite et voir me revenir vers moi pour me poser des questions ultérieurement. Donc, le RGPD, en fait, c'est un règlement qui a été voté en 2016 et qui est entré en vigueur en 2018. C'est-à-dire que la CNIL partait du principe que les entreprises avaient 2 ans pour se mettre en conformité. Ce qui fait que normalement, depuis 2018, les entreprises devraient déjà être en conformité. Ce qu'on s'aperçoit dans la pratique, ce n'est absolument pas le cas. Il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas du tout pris le sujet en considération parce que c'est un sujet qui peut paraître lourd, complexe et on ne sait pas forcément comment l'attraper, par quel bout l'attraper. Alors, quel est le rôle du RGPD? Vous saviez que peut-être avant le RGPD, il y avait la loi informatique et liberté qui concernait les protections des données aussi. Et en fait, cette loi, elle existe toujours, parce qu'on d'ailleurs, on l'appelle la loi informatique et liberté modifiée. D'accord. Et quand on n'a pas d'informations dans le RGPD, en fait, ces informations qui sont manquantes, mais volontairement, on a la possibilité de les retrouver dans la loi informatique et liberté. Voilà. En fait, ça se complète. Pour la petite histoire, le RGPD, donc vous le savez ou pas, mais ça a été, c'est un accord en fait européen, on va le voir, et ils étaient un certain nombre de personnes à se mettre d'accord en gros pour pouvoir mettre en place cette réglementation. Et on sait que plus on est nombreux à prendre des décisions et plus c'est compliqué pour se mettre d'accord. Donc en fait, ce qu'ils ont décidé, c'est mettre les bases du RGPD avec un certain nombre de paramètres, et puis de laisser en fait chaque pays avec quelques libertés sur lesquelles, c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les informations dans le RGPD, parce qu'il y a des parties qui sont propres à chaque pays. On ne va pas avoir la même façon de travailler en France qu'en Allemagne, qu'en Irlande. Les règles
du droit du travail seront différentes. Donc, dans ces cas-là, en fait, l'initiative est à chaque pays de regarder en fonction de la façon dont il travaille. Et en France, quand on n'a pas d'informations sur le RGPD, soit, comme je vous le disais, on va sur la loi informatique et liberté, soit on peut aller sur les différentes lois qui existent, loi du travail, etc. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas toutes ces informations. Alors après, le RGPD évolue aussi. Par rapport à 2018, on a déjà des choses qui ont évolué parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont manquants et qui sont gênants, en fait, de ne pas avoir ces informations. Donc, il y a des cas de jurisprudence qui font évoluer forcément cette réglementation, mais ça, c'est valable pour tout ce qui concerne le droit. Donc, le rôle réel du RGPD, c'est vraiment de renforcer les droits des résidents européens. Donc, en gros, vous êtes des individus européens. Et bien, du coup, vous avez plus de choix sur la façon dont vous allez pouvoir gérer aujourd'hui vos données personnelles. C'est vraiment une liberté en fait qu'on a et c'est vraiment protéger notre vie privée. Et la vie privée passe aussi par les données personnelles et faire un petit peu en sorte d'avoir la possibilité de dire je veux bien qu'on collecte mes données ou je n'ai pas envie qu'on les collecte. Voilà. En gros, c'est ça. Tout le monde ne le respecte pas aujourd'hui, mais en tout cas, en tant qu'individu, c'est ça. Maintenant, si on remet la casquette de l'entrepreneur, si forcément les individus ont des droits, ça veut dire que les entreprises ont des obligations. Donc, forcément, c'est responsabiliser l'ensemble des acteurs traitants de ces données. Alors, on parle de responsables de traitement et de sous-traitants. D'accord? Donc, le RGPD, ça concerne vraiment toutes les organisations qui sont en Europe. Mais si on a des organisations qui travaillent avec l'Europe, mais qui sont en dehors de l'Europe, elles vont devoir aussi se conformer au RGPD. Donc, le but aussi, c'est faire en sorte d'harmoniser le droit européen, d'accord, pour qu'en fait, en Europe, on puisse bénéficier dans tous les pays européens de cette protection. Et le renforcement de la protection des données personnelles. C'est vraiment devenu un enjeu majeur. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de particuliers qui prennent le sujet à bras-le-corps. Et aujourd'hui, la CNIL le précise, hein, elle a une augmentation de plaintes de particuliers qui a augmenté x3, x4. C'est vraiment assez important. Donc, les gens ont une vraie sensibilisation sur le sujet. Bien sûr, si on ne respecte pas le RGPD, il y a des sanctions. Alors, il y a différents types de sanctions qui existent. Il y a la sanction financière qui peut aller jusqu'à 20 millions d'euros du chiffre d'affaires ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Je parle mondial, hein, c'est-à-dire que vous avez une structure qui est en France, en Irlande ou dans n'importe quel pays européen, si c'est son siège qui est dans ce pays européen, mais qui a des structures internationales, ce sera vraiment le chiffre d'affaires mondial qui sera pris en compte. Voilà. Après, il y a des sanctions qui peuvent être aussi ce qu'on appelle irréputationnelles. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que la CNIL, quand elle va sanctionner une entreprise, elle va le signaler, elle va dire que telle entreprise s'est fait sanctionner et qu'elle a eu tel montant de sanctions financières, mais surtout elle communique dessus et elle donne le nom. Et ça, en fait, c'est vraiment ce qui est le plus dévastateur aujourd'hui pour les professionnels. On le voit, ils le disent, il y a la sanction financière. Alors, effectivement, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, donc ça fait mal déjà par rapport à son activité, on est bien d'accord. Mais la sanction irréputationnelle est encore plus importante parce que, comme il y a des informations qui sont publiées dessus, les gens ont connaissance des problèmes, des manquements, et ça peut faire peur. Alors par contre, à partir du moment où les entreprises ont mis en place tout ce qui était nécessaire pour faire en sorte que ces manquements, c'est le fait de ne pas avoir répondu à ces obligations, donc ils ont pu lever toutes ces informations qui n'étaient, enfin, les lever et les c'est vendredi, ça se sent, hein, pardon, hein. Les lever et surtout, voilà, tout était conforme ensuite. La CNIL communique aussi dessus. Elle va dire, voilà, la société Intel a levé tous les manquements et aujourd'hui, il n'y a plus de soucis. Mais ça, c'est vraiment quelque chose pour une entreprise qui fait du tort. Et d'ailleurs, là, hier, la CNIL a communiqué sur une sanction. Alors, je n'ai pas bien eu le temps de regarder, je crois que c'est 500 000 euros. C'est Brico Privé, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, le nom, il circule. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de forcément sympathique. Alors, concrètement, qui est concerné? Vous l'aurez compris en fait, hein. À partir du moment où, enfin, vous me dites si vous l'avez compris ou pas, mais à partir du moment où on collecte
des données personnelles et on verra ensuite ce qu'on entend exactement par données personnelles. Forcément, on est concerné par le RGPD. Mais ça peut être n'importe qui, ça peut être une entreprise, donc forcément, une association est concernée aussi et doit se mettre en conformité. Même l'association sportive de votre quartier, si elle collecte les informations, vos données personnelles, mais qu'elle fait n'importe quoi avec, elle peut tout à fait se faire sanctionner. Pour plus que ce soit une association sportive qu'elle collecte en plus des données personnelles, parce que ça peut être nécessaire, voilà, des données personnelles de santé, pardon, ça peut être nécessaire. Derrière, s'il n'y a pas un respect de la sécurisation mis en place ou autre, elle peut être confrontée à des problèmes aussi. Alors, le secteur public, lui, il est aussi concerné, bien sûr, par le RGPD. La seule petite différence, c'est qu'il est obligé d'avoir un délégué à la protection des données, ce qui n'est pas le cas pour toutes les entreprises. Il y a des paramètres qui font qu'on est obligé ou pas de prendre un DPO. Mais le secteur public, de toute façon, lui, il n'a pas le choix. Il se conforme à cette réglementation en prenant un DPO qui va du coup gérer la mise en conformité en interne. C'est quand même plus simple dans ces cas-là. Alors, un entrepreneur, un auto-entrepreneur peut se dire, c'est pas parce qu'on a juste une petite activité voilà, de chez soi, si on est obligé de se mettre en conformité. D'abord parce qu'on touche des données personnelles, et puis après, on peut être sous-traitant d'une entreprise qui, elle, est en conformité. Et si lui n'est pas en conformité, on va voir plus tard que ça peut poser des problèmes. Et en tout cas, l'entreprise sera responsable de son sous-traitant. Donc, les sous-traitants aujourd'hui ont des nouvelles obligations, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Les choses ont vraiment évolué. Alors là, je vais vous laisser travailler un petit peu et c'est vous qui allez me dire si vous avez bien compris ce qu'on entend par personne, entreprise concernée par le RGPD. Donc, une entreprise implantée en France qui collecte de la donnée personnelle, donc qui est responsable de traitement, est-ce qu'elle est concernée par le RGPD? Bastien, ok. Nicolas? Oui. Ok. Pierre, on ne vous voit pas, mais Oui. Oui, tout à fait, en fait. À partir du moment où on collecte un nom, prénom, de toute façon, on est concerné. Une entreprise qui serait implantée à l'étranger, on parle en dehors de l'Union européenne, mais qui collecte des données en Europe, à votre avis, est-ce qu'elle doit aussi respecter le RGPD? Nicolas, ouais. Bastien aussi? Et oui, tout à fait, parce qu'à partir du moment où on travaille avec des citoyens européens, on est obligé de se conformer. Voilà. Donc, à la base, en fait, on a un certain nombre de pays avec lesquels on a des accords. Canada, le dernier, c'est le Japon, avec la Suisse, bien sûr, Jersey, Guernesey, voilà. Il y a certains pays avec lesquels on a des accords. Donc, on peut tout à fait travailler avec ces pays-là sans aucune contraintes complémentaires à mettre en place. Jusqu'à présent, il y avait les États-Unis aussi avec lesquels il y avait un accord qui a été dénoncé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en juillet de l'année dernière. C'était le Privacy Shield. Donc, on avait cette possibilité de travailler avec les États-Unis sans aucun problème. Sauf que depuis qu'il est dénoncé, les choses sont un petit peu plus complexes. Alors, soit il y a des entreprises américaines qui vont se mettre en conformité et donc qui vont répondre au RGPD, en tout cas aux normes européennes. Et dans ces cas-là, on pourra travailler avec eux. Soit sinon, ce n'est pas forcément possible et c'est compliqué. En fait, la petite histoire, c'est en gros le gouvernement part du principe, je parle du gouvernement européen, part du principe qu'il peut récupérer toutes les données personnelles qui transitent sur son territoire, sous couvert du terrorisme, etc., ce qui est à l'encontre en fait du RGPD. Donc forcément, ça a été dénoncé par rapport à ça. Alors il y a d'autres choses forcément, mais voilà. Et du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment ça va évoluer si ils n'ont pas l'intention de faire changer les choses. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, avec les États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué. Et nous, en tant que DPO, parfois, on galère un petit peu. Et les entreprises aussi, forcément. Bon, alors j'ai un petit peu donné la réponse du coup de la question suivante. Une entreprise américaine établie aux États-Unis a mis en place en France un site internet sur lequel elle vend des biens et des services. À partir du moment où elle offre des biens et des services à un public français, est-ce qu'elle est concernée par le RGPD? Oui, forcément. Donc voilà, c'est vraiment un pays asiatique qui travaille avec la France, du coup, devra se mettre en conformité avec le RGPD. Voilà, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais en gros, c'est l'idée. Est-ce que c'est clair pour vous par rapport à ça? Oui, très bien. Alors, il y a trois principes en fait sur le RGPD. Pourquoi il a été mis en place? Donc, on l'a vu, c'est pour renforcer les droits des personnes. D'accord. Aujourd'hui, on a des droits. Ça peut être le droit de s'opposer en fait à ce qu'on collecte nos données personnelles. On veut juste aussi accéder à nos données personnelles. Je parle en tant que citoyen. D'accord. On a aussi la possibilité de demander le transfert des données personnelles d'un établissement à un autre. Voilà, il y a plein de droits auxquels on a en tant qu'individu, ce qui veut dire que
en tant qu'entreprise, ben, il va falloir pouvoir répondre à ces droits. C'est pour ça qu'on responsabilise les acteurs qui vont collecter de la donnée personnelle. Et forcément, ça passe aussi par la crédibilisation de la régulation. Donc, ce qu'on entend autorité de contrôle, donc la CNIL, de façon, ils ont un pouvoir un peu plus important qu'auparavant. Auparavant, vous avez un pouvoir moins fort en tout cas qu'aujourd'hui. Et du coup, les sanctions financières ont forcément évolué avec ça. Donc, quand on parle de responsabilisation des acteurs, forcément, ça implique un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas si vous voyez là. Donc, c'est la notion d'accountability. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà entendu ce terme. C'est l'accountability. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment la base du RGPD, en tout cas. Jusqu'à présent, en fait, avant l'arrivée du RGPD, quand on mettait en place, quand on montait une entreprise, on avait des documents à déclarer à la CNIL. Par exemple, on avait son fichier client. Il fallait le déclarer à la CNIL, on le fournissait. À partir de là, on était tranquille parce que la CNIL avait les informations et en gros, on était en conformité. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, le RGPD part du principe que c'est à toute entreprise de se mettre en conformité. Alors, ça simplifie les démarches parce qu'en fait, on n'a plus de déclaration à faire à la CNIL. En revanche, toutes les entreprises vont devoir mettre en place tous les documents qui sont nécessaires par rapport à la mise en conformité. Donc, c'est vraiment une responsabilisation des entreprises par rapport à ça. Donc, les organisations qui collectent des données personnelles vont devoir mettre en place, comme Bastien l'a dit, le registre de traitement. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Nicolas et Pierre, si vous avez déjà entendu parler du registre des traitements. Pas du tout. Alors, en fait, d'accord, c'est un document en fait sous forme de tableau Excel, bien souvent c'est présenté comme ça, dans lequel il va falloir reprendre tout ce qu'on appelle un traitement. Alors, un traitement, ça peut être par exemple le fichier client, parce qu'on va traiter les données personnelles de ces clients pour pouvoir leur offrir notre prestation de service. Traitement, parce qu'on traite des données. Voilà, en fait, c'est ça. Ça peut être le fichier prospect. On traite les données de nos prospects pour pouvoir répondre à leurs demandes de devis, etc. C'est vraiment ça. Ça peut être la partie RH quand on a des salariés. C'est un traitement pour répondre aux obligations par rapport à nos salariés. C'est vraiment remplir en fait un tableau. Alors, il y a tout plein de critères et plein de questions qui sont posées et dans lesquelles il va falloir répondre et on va voir par la suite toutes les questions qui seront posées et comment on y répond. Donc, c'est vraiment le fait d'être maître, en tout cas, de sa mise en conformité, c'est vraiment un grand changement par rapport à ce que c'était auparavant. Et en tout cas, la CNIL peut arriver chez vous et vous dire, est-ce que vous avez bien fait votre mise en conformité et montrez-moi tout ce que vous avez mis en place. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, elle fait des contrôles régulièrement, mais voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on entend par mise en conformité? Il y a différentes étapes. Alors d'abord, la première, c'est identifier un pilote. Qu'est-ce que ça veut dire cette étape? C'est-à-dire que soit c'est un référent en interne, soit on peut avoir besoin d'un DPO, un délégué à la protection des données. Voilà. Donc ça, c'est première chose, on regarde si on en a besoin ou pas. Ça va dépendre en fait du type de données qu'on va traiter. Si on brasse des données de façon assez importante, etc. Voilà, il y a des choses qui font qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on doit répondre pour avoir besoin d'un DPO. Du coup, on fait la cartographie. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. La cartographie des traitements, c'est-à-dire que, vous voyez le petit bazar, on a des traitements dans tous les sens. Ça, c'est un peu votre ordinateur où, en fait, aujourd'hui, vous savez que vous avez un tableau, parce que vous regroupez dedans les informations de vos prospects. Vous avez un autre tableau dans lequel vous avez mis les informations clients. Vous avez un tableau dans lequel vous avez votre listing des mailings, etc. Voilà, vous avez plein de tableaux un peu de partout, ou un CRM, bien sûr. Voilà, mais sinon, en fait, on a l'habitude d'avoir des petits tableaux qu'on gère comme ça. Vous me dites si je me trompe, mais en tout cas, on travaille un peu tous comme ça. Le but, ça va être en fait de cartographier les traitements, c'est-à-dire de regarder tous les traitements qu'on a. Il va falloir les lister. Une fois qu'on a listé tous ces traitements, on va enfin pouvoir rentrer dans la conformité en remplissant le registre des traitements. Mais si on n'a pas fait cette cartographie, c'est-à-dire regarder comment arrive une donnée personnelle chez nous et comment on la traite, et jusqu'à ce que la donnée personnelle s'arrête. Donc, on l'archive, etc., jusqu'à ce qu'un client parte, par exemple. Ça peut être pour la partie client. Comment il va arriver chez nous? Par le site Internet, par le téléphone. Donc, on va marquer tout ça. Quel type de données on va collecter? On va marquer tout ça. Et comment ça se passe une fois qu'on a fini de travailler avec lui, etc. C'est vraiment faire un schéma de la façon dont on travaille aujourd'hui. Alors, c'est hyper important pour faire le registre des traitements, mais si c'est vraiment très important, si par exemple un client, un prospect ou en tout cas quelqu'un vient vous demander toutes les données que vous avez sur lui.
Si vous n'avez pas déjà listé un peu tous les traitements qui existent, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous de lui répondre. Sachant que la CNIL est assez exigeante là-dessus. Alors, elle ne va pas forcément venir vous contrôler, on est bien d'accord, hein, mais il faut répondre de façon exhaustive sur toutes les informations qu'on va communiquer aux clients par rapport à tout ce qu'on va collecter de partout. Nicolas, je vois froncer les sourcils. Ça va, c'est à peu près clair ou c'est vraiment, on est dans un Oui, pays… oui, nickel, oui. Ça va? Voilà, donc la cartographie a vraiment son importance. Et quand vous mettez en place des nouveaux traitements, tiens, demain, vous vous dites tout à fait ce que dit Pierre, on va mettre en place un questionnaire scientifique, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il va falloir rentrer ce questionnaire scientifique dans la cartographie des traitements, puis ensuite dans le registre des traitements. Donc, en fait, la mise en conformité, elle a été faite aujourd'hui, mais dans 6 mois, elle sera peut-être plus valable. Tous les traitements auront évolué ou des nouveaux traitements auront été mis en place. Dans ces cas-là, il va falloir faire évoluer et mettre en place tout ce qui est nécessaire pour mettre à jour votre conformité. Voilà. Quand on parle de prioriser les actions, typiquement par rapport à Bastien et Pierre, vous collectez éventuellement des données de santé. Ça va être la première chose à traiter parce que les données de santé, il y a un certain nombre de paramètres sur ne serait-ce que la sécurisation des données personnelles. Est-ce que votre ordinateur a bien les mots de passe qu'il faut? Est-ce que vous avez bien un antivirus? Ça, c'est vraiment la base, mais voilà, comment vous les gérez? Est-ce que derrière, vous avez bien le consentement? Est-ce que les personnes sont bien éclairées par rapport à ça? Enfin, voilà, c'est la priorité. Pour moi, ce serait vraiment ça, par exemple. Après, ça va être la deuxième chose, on va mettre en place le registre des traitements. Voilà. Et du coup, si on gère les priorités, on gère les risques aussi. Et on organise les processus internes. Qu'est-ce qu'on entend par processus interne? Ça va être toute la documentation, au même titre que documenter la conformité. C'est tout ce qui est nécessaire pour prouver à la CNIL qu'on a bien fait notre mise en conformité. Registre des traitements, sensibilisation du personnel. Si vous avez des personnes qui travaillent autour de vous, il va falloir les sensibiliser. C'est vraiment très important parce que derrière, si vous mettez votre conformité et qu'elle est nickel, mais si les personnes avec qui vous travaillez connaissent pas cette partie-là et n'ont pas les bonnes pratiques au quotidien, ça risque de mettre à mal votre conformité. Ça peut être aussi qu'est-ce qu'on fait en cas de violation de données. Voilà, c'est documenter, c'est dire on a pris en compte tous les risques, on a mis en place le registre de traitement, on sait qu'une personne va nous contacter pour nous demander d'exercer ses droits, il y a un protocole, une procédure à mettre en place, on l'a bien mis en place et on sait exactement comment on doit réagir à ce moment-là, qui va gérer cette demande, où risque d'arriver la demande, on peut mettre une adresse mail spécifique. Voilà, c'est vraiment ça, documenter la conformité, c'est mettre en place des procédures pour répondre à chaque spécification. Du coup, la CNIL, c'est un organisme qui est indépendant, c'est vraiment ce qu'on appelle l'autorité de contrôle. Donc, on retrouve dans chaque pays européen. En France, ça s'appelle la CNIL. Dans les autres pays européens, ça aura un nom différent. Et quel est son rôle aujourd'hui? Donc, la CNIL, ça veut dire Commission nationale de l'informatique et des libertés. On retrouve dedans le nom de la loi informatique et des libertés. D'ailleurs, la CNIL a été mise en place en même temps que la loi informatique et liberté pour pouvoir justement suivre cette loi spécifique. Donc, son rôle, ça va être en première chose, je dirais, j'aurais dû inverser en fait les petits tirets, c'est vraiment de conseiller. Elle n'est pas là pour sanctionner à la base. Elle est vraiment là pour accompagner les entreprises, les individus, à savoir comment on gère leurs données personnelles, comment les entreprises peuvent faire aujourd'hui pour traiter les données personnelles qu'ils ont au sein de leur structure. C'est vraiment un rôle d'accompagnement. D'ailleurs, Bastien l'a dit à juste titre, son site est super bien fait dans le sens où on retrouve toutes les informations dont on a besoin. Donc, c'est vraiment important. D'ailleurs, je repense à un truc, tiens, une petite astuce comme ça, pour le registre des traitements. En fait, il faut savoir que la CNIL a communiqué son registre des traitements aussi. Vous l'avez vu? Et Oui, en fait, ouais. oui, Et c'est top, il y a plein j'ai d'infos dedans. récupéré le template Ouais. et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis c'est vrai que remplir le registre, ça oblige forcément à cartographier, donc voilà, c'est pas mal. Ouais, et c'est super bien fait leur site. Alors, c'est très, très détaillé, le registre des traitements, mais au moins, du coup, ça donne une idée de la façon dont on remplit réellement ce document. Alors là, je pense que Nicolas, c'est vraiment quelque chose… Ouais, c'est ça. J'aurais pas le temps de rentrer dedans aujourd'hui, je suis désolée. Donc, la CNIL, elle est là aussi, si forcément on ne respecte pas, elle va alerter et puis elle va aussi sanctionner, forcément. Donc, entrons dans le vif du sujet sur les données personnelles. Alors,
Ça paraît évident, mais une donnée personnelle, en fait, c'est vraiment ce qui va permettre d'identifier une personne physique. On parle vraiment que de personnes physiques de façon directe ou indirecte. De façon directe, bien sûr, c'est le nom-prénom. De façon indirecte, ça peut être l'adresse IP. Ça peut être une plaque d'IMAT. Ça peut être voilà, tout ce qui va, une photo. Voilà, on n'a pas d'informations exactes sur le nom-prénom. En revanche, on a toujours la possibilité de retrouver à qui appartiennent ces informations. Et à partir du moment où on a possibilité de les retrouver, eh ben forcément, c'est une donnée personnelle. Voilà. Donc, nom, prénom, adresse, numéro de client, c'est aussi une donnée personnelle, bien sûr, téléphone, date de naissance, le sexe des individus, voilà, combien ils ont d'enfants, etc. Toutes ces informations sont des données personnelles. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Alors, je les classe en plusieurs catégories, les données personnelles, parce qu'il y a celles qu'on vient de voir, que j'appelle classiques. C'est les données collectées pour lesquelles il y a des obligations, mais ce n'est pas les plus compliquées. Et après, on rentre dans les données dites sensibles. Donc, il y a les données sensibles, il y a les données biométriques. Alors là, les choses sont un petit peu plus compliquées. Alors, dedans, je mets le numéro de sécurité sociale, qui n'est pas considéré comme une donnée sensible. En revanche, on ne peut pas collecter ce numéro de sécurité sociale sans raison valable. En général, dans une entreprise, ça va être pour la partie RH. Effectivement, on en a besoin pour déclarer à l'URSSAF, pour la retraite, etc. La CPRM, c'est obligatoire, on est bien d'accord. Mais sinon, on ne pourra pas se dire, bah, tiens, je vais faire un questionnaire et je vais récupérer le numéro de sécurité sociale dedans. Le numéro de sécurité sociale, c'est historiquement, il y a tout un passé, mais on ne va pas l'utiliser comme ça. C'est pour ça que j'ai tendance à le mettre un petit peu dans les données sensibles, parce que on ne va pas l'utiliser comme les données qu'on a citées, nom, prénom, qu'on va pouvoir collecter dans une certaine mesure sans problème. Toutes les données que je cite ici, données de santé, la sexualité des individus, les croyances religieuses, l'opinion politique, l'engagement syndical, les origines raciales, ethniques, les opinions philosophiques et religieuses, ces données-là, on ne va pas pouvoir les collecter comme on veut. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, ça peut porter préjudice à des individus. Typiquement, quand par exemple, on embauche quelqu'un, par exemple, de savoir quelle est sa croyance, enfin, son appartenance religieuse, forcément, ça peut lui porter préjudice. Donc, on ne collectera pas ce type d'informations pour un recrutement. De même que pour l'origine raciale. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, on sait que malheureusement, dans certaines entreprises, voilà, c'est sous-entendu. En tout cas, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est vraiment important en fait d'avoir en tête que ces données-là que vous voyez ici, on ne les collecte pas sans raison. Après, effectivement, si c'est nécessaire dans l'activité, ça peut tout à fait être collecté. Bastien, l'activité en fait que vous avez mis en place, ça ne me choque absolument pas. Simplement, il y aura des choses à mettre en place particulières. Pierre, effectivement, dans votre activité par rapport à votre questionnaire, il faut voir jusqu'où vous allez par rapport à la collecte de données, les questions que vous êtes amené à poser. Il faut que ça reste toujours en fait avec une certaine finalité, c'est-à-dire un objectif précis par rapport à ce que vous voulez en faire. Voilà, ça c'est vraiment faire attention quand vous êtes amené à collecter ce type de données. Je ne dis pas que c'est interdit, hein, bien qu'il y en a qui les appellent les données interdites, mais il faut être sûr qu'on ait le droit de les collecter. Les données biométriques, on le voit systématiquement aujourd'hui, en fait, ça se développe avec le smartphone, où en fait, vous mettez votre empreinte. Bon, ça va, ça, comme je dis toujours, ça reste dans le téléphone, ça va. Mais par exemple, si vous prenez l'exemple le plus parlant, c'est un data center, où en fait, n'importe qui ne pourra pas rentrer dedans, ce serait cohérent qu'en fait, pour y accéder, ça soit par exemple l'empreinte digitale ou le visage des individus pour pouvoir accéder aux salles. Parce qu'il y a quand même une sécurisation plus pour pouvoir rentrer dedans. Voilà, c'est des petits exemples, mais pour comprendre, pareil, quand on utilise ce type de données, derrière, il y a forcément un niveau de sécurité maximal à avoir, etc. Il faut expliquer pourquoi on les collecte et on peut être amené à faire une analyse d'impact. Alors, Nicolas et Pierre, pour petite info, parce que je pense que Bastien, c'est clair, vous me dites si je me trompe, mais l'analyse d'impact, c'est un élément supplémentaire à mettre en place dans la mise en conformité pour dire aujourd'hui, donc je collecte, je vais prendre l'exemple des données de santé parce que c'est le plus parlant, je collecte des données de santé, très bien, mais il va falloir que je réponde à un certain nombre de critères pour rassurer en fait les personnes ou ceux qui vont venir me contrôler et dire que par rapport aux individus et aux risques par rapport à la vie privée des individus, je mets bien en place tout ce qui est nécessaire pour la sécurisation des données, que j'ai bien pris en compte que ces données sont collectées dans
tel type de cadre, que n'importe qui n'y aura pas accès, que voilà, c'est répondre à un certain nombre de questions encore plus complexes, je serais tentée de dire, en tout cas pas complexes, mais plus poussées que le registre des traitements. Voilà, c'est un document complémentaire à mettre en place dans sa conformité. C'est bon pour les données de santé, enfin les données personnelles? Ça, ça permet de comprendre un peu mieux. Alors, quand on parle de responsable de traitement, c'est un terme, si vous allez un peu sur le site de la CNIL, que vous retrouverez de plus en plus. Qu'est-ce qu'on entend par là? Responsable de traitement, donc c'est le traitement, on l'a vu, quand on traite une donnée personnelle, c'est ce qu'on appelle un traitement. Donc, il va être responsable des traitements de son entreprise. Donc, en gros, c'est la personne, c'est l'entreprise, en fait, bien souvent. Bien, alors après, forcément représenté par un individu, mais en tout cas, ça va être l'entreprise qui va être responsable de traitement et le PDG peut être le responsable par rapport à tout ce qui est fait à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est lui qui va être responsable de sa mise en conformité, c'est lui qui, s'il va en prison parce qu'il a été vraiment pas bon dans la façon de gérer les données, parce qu'on peut, selon les infractions, alors je dis pas attention, hein, mais ça peut aller jusqu'au pénal. Attention, c'est pas encore arrivé. Voilà, mais théoriquement, voilà, c'est sa responsabilité qui est engagée. C'est clair pour le responsable de traitement, du coup? Alors, ça, c'est les 7 règles d'or, c'est-à-dire que c'est les questions ici qu'on va retrouver dans le registre des traitements. C'est-à-dire que quand vous mettez en place un traitement, le traitement, c'est la gestion des clients, par exemple, la mise en place d'un nouveau projet informatique. Ben voilà, il va falloir se poser ces questions. Alors, pour tout ce qui est déjà existant, effectivement, quand vous auriez fait avancer sur la cartographie, ben, il va falloir aussi s'assurer que toutes ces questions correspondent bien. Est-ce que vous avez bien respecté le RGPD? La licéité du traitement, pas que je clique dessus. La licéité du traitement, ça va être la façon dont on va obtenir, on va être dans le respect légal du traitement, par exemple. Typiquement, ça peut être obtenir le consentement des individus. Je pense à la prospection, c'est la licéité du traitement. Ça peut être, si on a des clients, la mise en place du contrat, c'est la licéité du traitement. Ça peut être les intérêts vitaux des individus, c'est la licéité du traitement. C'est-à-dire voir sur quels critères, en fait, on est obligé de travailler avec les individus, les personnes, pour pouvoir mettre en place ce contrat ou en tout cas le projet informatique. Ce n'est pas la partie la plus simple, ce n'est pas la partie la plus facilement compréhensible, mais en gros, voilà. Est-ce que ça vous parle à peu près? Si je parle de consentement, comprenez que par exemple, quand on fait de la prospection, on l'abordera plus tard, mais on ne peut pas faire certaines prospections sans consentement des individus. D'accord? La finalité du traitement. Quand on parle de finalité, c'est-à-dire c'est l'objectif. Pourquoi on va mettre en place ce traitement? Bah, par exemple, vous avez des clients, le fichier client, bah, pour pouvoir répondre, mettre en place le contrat avec le client, répondre et suivre le dossier client, faire la facturation. Voilà, ça, c'est la finalité. Et il peut y avoir plusieurs sous-finalités. La base, ça va être la gestion des clients et après, on détaille en fonction de ce qu'on fait avec. La finalité, c'est vraiment l'objectif. Pourquoi on va mettre en place ce traitement? OK? La pertinence des données, alors ça aussi, c'est vraiment un élément important. C'est-à-dire qu'on va ne collecter les données, on va ne collecter que des données dont on a besoin. On ne collectera pas plus de données que nécessaire. C'est vraiment important parce que la CNIL toujours veille. Et si on n'a pas besoin de la date de naissance, ou si on n'a pas besoin de savoir où la personne habite, etc., on n'ira pas collecter ce type de données. On ne va pas collecter de données en se disant, oui, mais peut-être que plus tard, j'en aurai besoin. Non, si déjà vous vous dites cette phrase, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc, à ce moment-là, vous vous arrêtez et vous dites, si plus tard j'en ai besoin, à ce compte-là, je modifierai ma finalité parce que il faudra que je rajoute et que j'explique pourquoi j'aurais besoin de cette information, quel est l'objectif. Ça peut être pour les entreprises, certaines entreprises, on le voit, c'est avoir la date de naissance pour envoyer une newsletter à ce moment-là ou un mailing et dire, vous bénéficiez d'un cadeau, etc. Donc là, c'est une finalité précise. Donc, dans ces cas-là, on peut demander la date de naissance. Voilà. Sinon, on n'ira pas au-delà de ce qui est nécessaire. C'est vraiment important. Et c'est là aussi où c'est important, en fait, de regarder un petit peu par rapport à tous les traitements que vous avez aujourd'hui, s'assurer que déjà, vous n'avez pas été un petit peu trop loin dans tout ce que vous avez mis en place. Parce que souvent, on a tendance à regrouper plein d'informations et en se disant, mais ça peut toujours me servir. Bon, voilà, aujourd'hui, il va vraiment falloir se poser la question de savoir si vous avez besoin de toutes ces données.
Il y a aussi un élément très important, c'est la limite de conservation des données. Enfin, je dis très important, mais en fait, tout ce que j'ai mis ici, c'est vraiment les éléments de base, en fait, hein. C'est d'ailleurs, si vous allez voir dans les sanctions que met la CNIL, donc ce qu'elle appelle les manquements, c'est-à-dire qu'on n'a pas répondu correctement à une de ces questions, typiquement, vous retrouverez souvent la pertinence des données, la limite de conservation, la sécurité. Voilà, c'est des éléments qu'on va très souvent retrouver, de même que la gestion des cookies. Voilà, ça, n'hésitez pas à aller voir, en fait, les sanctions mises par la CNIL, pas pour se faire peur, hein, parce que ce n'est pas l'objectif, c'est de comprendre en fait comment la CNIL fonctionne, comprendre en fait les questions qu'elle va être amenée à se poser. Et forcément, bah, vous, du coup, en lisant, ça va vous familiariser un petit peu, parce que ce n'est pas en 2 heures qu'on va pouvoir apprendre tout ce qui concerne le RGPD, mais avec les informations communiquées par la CNIL sur les sanctions, ça donne déjà plein d'informations et de comprendre un petit peu sa façon de voir les choses. C'est riche en fait en enseignement, je trouve. Donc, la limite de conservation des données, c'est on ne va pas garder de données éternellement. Au même titre que les données personnelles n'appartiennent pas à une entreprise. Non, les données personnelles appartiennent aux individus qui sont concernés, ce qu'on appelle souvent les personnes fichées. Vous retrouverez aussi ce nom. Souvent, on se demande qu'en entend par personne fichée. Bah, c'est tout simplement en fait les individus pour lesquels on a collecté les données personnelles. D'accord? Parce qu'elles sont fichées chez vous. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes fichées comme on pourrait l'imaginer, en tout cas, et se dire, mais est-ce que ces personnes fichées par le gouvernement ou autre, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est vraiment, elles sont enregistrées chez vous. Et donc, ces données, bah, il va falloir les conserver un certain nombre de temps, mais pas plus que nécessaire. Et bien sûr, dans le registre de traitement, il va falloir l'indiquer, ça. Et si vous êtes contrôlé par la CNIL, bah, que vous avez dépassé cette limite de conservation, elle peut vous retoquer aussi. Par exemple, si vous avez votre fichier gestion des prospects, bah, il faut savoir qu'un prospect avec qui vous n'avez plus de contact, il ne se gardera pas plus de 3 ans. C'est l'exemple que j'aime bien donner parce que c'est le plus facile à comprendre en fait, hein. Au même titre que vous avez les gestions des clients. À partir du moment où vous avez fini de travailler avec ce client, bah, on peut partir sur une durée de conservation des données 5 ans. Alors, sachant qu'après, bien sûr, il y a des obligations légales parce que de moment où vous avez une facture et des éléments comptables, il est évident qu'il y a une durée de conservation qui est de 10 ans. Enfin, il est évident, peut-être pas pour tout le monde, mais je veux dire, c'est une durée de conservation de 10 ans. Voilà, ça, c'est imposé par la loi. Mais au-delà de 10 ans, on détruira ces informations. Voilà. Et en fait, systématiquement, pour chaque donnée, pour chaque traitement, il va falloir se poser la question de savoir combien de temps on garde. Et ça, on le retrouve facilement sur le site de la CNIL et ils ont un tableau où ils mettent plein d'exemples, en fait. C'est clair pour tout le monde? Bastien, il y a une question? Oui, je suis désolé. Non, J'ai mais une c'est fait pour. question sur justement les contrats. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des données personnelles? Parce que si c'est en B2B, les contrats, on peut les garder de manière quasiment indéfinie, non? Non, Non? il n'y a rien qu'on D'accord. garde de façon indéfinie. Sauf s'il y a vraiment il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne raison. Mais indéfinie, je ne l'ai jamais vu et il n'y a pas de raison qu'on garde les choses de façon indéfinie. D'accord. C'est pas possible. Mais après, si vous me présentez vous avez peut-être une idée en tête par rapport à ça, pourquoi vous les garderiez de façon indéfinie? Non, parce que j'ai vu des piles d'archives avec des contrats de il y a 40 ans dans dans certains cas. Donc voilà. Bon, Ouais, ben non, ils auraient dû les détruire, mais effectivement, à l'époque, on ne se posait pas tant de questions, en fait. Et d'accord. aujourd'hui, c'est un changement en fait de pratique, hein, effectivement. Alors après, c'est aussi intéressant parce que ça évite de garder des cartons voilà, indéfiniment. Et on sait que, je pense que je ne pas dire de bêtises en disant qu'on ne retournera jamais dedans, quoi. Donc ça ne sert à rien de les Généralement, oui. garder. Voilà. Et par contre, quand on les détruit, on ne va pas les mettre à la poubelle. Soit on fait passer une entreprise qui récupère qui est spécialisée dans ce type d'activité, qui récupère toutes les données, tous les fichiers comme ça, toutes vos archives, et qui les détruisent avec toute une procédure en fait. Il l'explique d'ailleurs dans le contrat. Généralement, moi je sais que je l'avais fait, j'avais fait trier des archives. On avait tout mis dans une poubelle. La personne, quand elle vient chercher la poubelle, celle qui nous a amené la poubelle, quand elle vient chercher la poubelle, elle la scelle. Et après, c'est directement mis à la destruction, quoi. Donc, c'est top au niveau RGPD parce que derrière, il n'y a pas de souci. Et contractuellement, c'est bien précisé dedans. Voilà. Donc, ça, c'est des éléments importants à avoir. Mais non, on ne garde rien de façon indéfinie.
La CNIL, elle n'aimera pas du tout. Et pour info, d'ailleurs, si la CNIL, un jour, elle vient chez vous, les choses qu'elle aime bien faire, elle ira chercher le plus vieux fichier informatique que vous avez dans votre ordinateur et puis voir si vous l'avez bien mis dans la cartographie. Voilà, c'est des petites astuces comme ça à voir. Donc, ce que je veux dire par là, quand je donne cet exemple, ce n'est pas pour faire peur, c'est juste pour dire que tous les fichiers doivent être pris en compte. Et si vous ne vous servez pas de ce fichier, à ce compte-là, détruisez-le, ça ne sert à rien de le garder. Sinon, mettez-le dans la cartographie. Voilà, c'est vraiment ça. C'est bon pour vous? Je crois Merci. que justement, d'ailleurs, c'est Brico Privé, ils se sont fait retoquer pour ça, je crois. Hein. Oui. Et ils se sont fait retoquer sur pas mal de choses. Et c'est eux, ils se sont fait retoquer là, 500 000 euros d'amende. Là. Je vous dis, je n'ai pas eu le temps de tout lire hier, mais oui, il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Enfin, il y avait pas mal de paramètres sur lesquels ils se sont fait retoquer. Il y avait pas mal de manquements. Mais oui, la limite de conservation des données, les gens ne réalisent pas. On se dit, oh, c'est bon. Mais ils avaient mis une donnée, une limite, une date, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 5 ans sur, par exemple, les fichiers clients. Et au bout de 5 ans, en fait, il y avait encore des fichiers qui n'auraient pas dû apparaître. Et ils n'ont pas respecté ce qu'ils avaient mis dans leur registre de traitement. Donc voilà, ça fait mal. Ok. Et ça ne fait pas marrer parce qu'effectivement, il faut faire le tri, quoi. On est bien d'accord. Mais bon, d'abord, de faire le tri de temps en temps, ça fait du bien. C'est un peu comme chez soi, quand on remet notre maison, qu'on trie, voilà, on se sent mieux. Et c'est un peu pareil dans une entreprise. Ça fait du bien de temps en temps de faire le tri aussi, parce que d'abord, on s'y retrouve mieux et on a des fiches à jour. Donc ça, c'est important aussi. C'est bon pour tout le monde? L'obligation de sécurité. Alors ça, c'est aussi un élément hyper important, d'autant plus quand on a certaines données sensibles, où il faut mettre un niveau de sécurité maximum pour être sûr de ne pas se faire pirater parce que, alors ça peut être piratage. Alors effectivement, en ce moment, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de piratage. Ils sont les pirates à fond. Mais par des techniques qui évoluent en permanence. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas se faire pirater, parce qu'il y a des entreprises, je ne sais pas si vous connaissez Dedalus, qui est une entreprise en fait qui met en place des logiciels dans les hôpitaux. Donc, autant dire que normalement, ils ont un niveau de sécurité maximum. Et eux, ils se sont fait pirater, quoi. Donc, pareil, il y a Storm Shield qui met en place des systèmes de sécurité informatique qui se sont fait pirater. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible de se faire pirater. Ce n'est pas ce que je veux dire. Par contre, si derrière, vous n'avez pas mis en place toutes les mesures nécessaires par rapport à la sécurité, il va falloir l'expliquer à la CNIL. Voilà. Et là, la CNIL, elle ne va pas forcément être de votre côté si vous n'avez pas fait les choses correctement. C'est un petit peu ça. Il faut penser qu'en fait, d'abord, j'allais dire être transparent, mais là, ce n'est pas forcément ça, mais si, parce qu'on explique en fait. Mais il faut penser qu'en fait, il y a un moment ou un autre, il va falloir expliquer ce que vous avez fait. Voilà. Et comment vous allez pouvoir le justifier. Bon, si derrière, la CNIL vous demande des informations sur ce que vous avez fait au niveau sécurité, parce que voilà, on part du principe que vous êtes fait pirater. Il va falloir expliquer quand on se fait pirater, parce qu'on a 72 heures pour le déclarer à la CNIL à partir du moment où on a connaissance de ce problème. Il va falloir l'expliquer derrière à la CNIL. Elle va vous poser des questions. Et il va falloir dire, je me suis fait pirater sur mon fichier prospect, sur mon fichier client. Donc, voilà qui est impacté. Pour peu qu'en plus, ça soit le fichier des salariés, puis que derrière, il y a le RIB, les données bancaires qui ont été récupérées en même temps, autant dire, alors là, ce n'est pas des données sensibles, mais vu c'est la sensibilité en fait qu'il y a dessus, il va falloir mettre des actions correctives très vite et prévenir les salariés, en tout cas les personnes concernées. Voilà. Donc là, la CNIL vous demandera si vous avez mis en place cette procédure pour informer les personnes qui sont touchées ou pas. Ce n'est pas forcément nécessaire de prévenir ces personnes, mais il faut l'avoir en tête. Et elle va vous demander ce qui s'est passé. Est-ce que la sécurité était suffisante par rapport aux informations que vous aviez collectées? Voilà, au niveau de sensibilité des données personnelles que vous avez. Donc, la sécurité, c'est vraiment un élément qui rentre complètement dans le RGPD. Et en fonction du type d'activité que vous avez, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Alors, il y a un organisme qui est top, en fait, qui met en place tout ce qui est gouvernemental, tout ça, et qui est une mine d'informations aussi pour les TPE, c'est l'ANSSI, A-N-S-S-I. Moi, je travaille beaucoup avec. Moi, je travaille avec deux organismes principaux, c'est la CNIL. Vous avez très certainement peut-être pu retrouver des éléments de la CNIL ici, parce que de toute façon, moi, c'est ma Bible, c'est très clair. Je n'interprète pas ce que dit la CNIL. Au pire, je le vulgarise pour permettre aux personnes de le comprendre, mais je travaille qu'avec ça. Et avec l'ANSSI, qui est vraiment un organisme sur la sécurité des services informatiques
qui est top. Vous verrez, pardon, il y a un petit formulaire, enfin, un petit document pour les TPE qui vous donne plein d'astuces sur comment sécuriser ce qu'il faut faire. Et derrière, ça peut vraiment vous aider. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie importante. On en a parlé sur le respect des droits et des personnes. Je pense et j'espère que vous l'avez compris, les individus et vous, en tant que personne, vous avez des individus, en tant que personne physique, des droits, vous êtes des personnes physiques, vous avez des droits. Il va falloir donc respecter les droits des personnes. D'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le droit d'accès, le droit d'opposition, le droit de suppression. Alors, vous ne pourrez pas forcément répondre favorablement, hein, ce n'est pas forcément possible. Par exemple, un client avec qui vous travaillez, quand vous avez fini de travailler avec lui, vous ne pourrez pas, si vous demande le droit de suppression des données, vous ne pourrez pas supprimer toutes ces données. Simplement, vous allez lui expliquer que contractuellement et au niveau légal, il n'est pas possible de supprimer tout ce qui est contrat, etc. En revanche, vous supprimez son adresse mail ou en tout cas, vous ne lui envoyez plus de mailing. Voilà. Il faut aussi expliquer pourquoi on ne peut pas forcément répondre positivement. Mais il faut répondre. Vous avez 1 mois pour répondre à partir du moment où vous recevez une demande d'un individu. Ça, c'est vraiment la base. Au pire, s'il y a des données un peu plus complexes, alors je pense aux données de santé, je parle beaucoup de données de santé, mais voilà, comme vous m'avez exposé ce cas, c'est peut-être ce qu'il y a de plus parlant, mais en tout cas, avec les données de santé, vous pouvez prolonger ce délai d'1 mois de 2 mois supplémentaires, si c'est vraiment un cas complexe. Mais dans ces cas-là, il faudra quand même répondre à la personne. Pensez bien toujours à être transparent. Le RGPD, la base, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on explique tout ce qu'on fait systématiquement. Il n'y a pas besoin de mettre des grandes phrases, mais vous expliquez ce que vous faites aux personnes et vous avez la possibilité, vous leur donnez la possibilité de vous contacter et de faire en sorte qu'ils ne soient pas mécontents. C'est la base, parce que derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent porter plainte. Donc, autant faire en sorte d'éviter qu'ils aient envie de porter plainte. Voilà. J'ai juste une question. Moi, sur l'accès aux données, Oui, je me posais la question, comment on identifie avec certitude, qu'est-ce qu'on a le droit de demander pour identifier avec certitude un utilisateur donné? très bonne question. Alors, soit c'est une personne qui va se connecter, par exemple, vous avez un site internet sur lequel il y a un profil de connexion pour les personnes, pour vos clients. S'ils se connectent via ce biais et qu'ils vous demandent d'exercer ses droits sur l'accès à toutes les données qu'il a chez vous, du moment qu'il s'est connecté par ce lien, vous n'avez pas besoin de demander d'autres explications parce qu'on part du principe que c'est lui. En revanche, une personne qui va vous contacter pour être sûr que ça soit bien lui, parce qu'effectivement, vous ne pourrez pas répondre si c'est quelqu'un d'autre qui demande pour une autre personne, vous ne pourrez pas répondre. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, il faut demander la carte d'identité que vous détruirez dès que vous aurez pu vérifier que c'est la bonne personne. D'accord, Et bien sûr, dans ces cas-là, on le mettra aussi dans le registre des traitements. C'est la gestion du respect des personnes. Donc, vous demandez la carte d'identité qui est détruite ensuite immédiatement. Voilà. Mais vous avez tout à d'accord. fait raison, il faut s'assurer que ça soit bien la bonne personne. Et on est Ouais. dans l'obligation de détruire la pièce d'identité après? Oh bah c'est mieux. Oui, oui, c'est mieux parce que sinon, il va falloir mettre en place encore un système de sécurisation des données par rapport à cette carte d'identité. Simplifiez-vous la vie. Parce que C'est dans le mieux. cas où il y a, par exemple, je sais pas, une usurpation d'identité et qu'on transmet des données, si derrière la personne concernée se retourne contre nous et qu'on n'a pas moyen de justifier que la personne nous avait envoyé une pièce d'identité, vous voyez la question? Oui, oui, mais je comprends tout à fait la pertinence, sauf que, alors, en général, c'est ce qu'on préconise de ne pas garder les informations. Si effectivement, dans ce cas-là, vous pourrez dire que vous demandez systématiquement que la carte d'identité et que la carte d'identité correspondait à la personne qui en a fait la demande. Qu'après, effectivement, derrière l'ordinateur, on ne voit pas ce qui se passe et on ne sait pas tout, on est bien d'accord. Mais que systématiquement, vous demandez la pièce d'identité et que dans un souci en fait de conservation des données, parce qu'on est toujours dans la limite de conservation des données, on se pose la question, bah, vous l'avez détruit immédiatement. Ok. Je me demandais, alors c'est un peu un serpent qui se mord la queue sur cette question. J'envisageais de faire un registre de, en fait, des demandes euh, de rectification, modification quand ça a eu lieu à la demande de qui, Oui, ça et se fait aussi, tout à fait. le mettre dans un process en expliquant que de toute manière, les gens dont on va garder pendant 1 an ou 2 les informations de rectification, modification, accès, portabilité, et en disant que dans tous ces cas, de toute manière, on a la garantie on part du principe qu'on est sûr et certain qu'on s'adresse à la bonne personne. Oui,
Mais complètement. Et là, du coup, vous mettez une case, carte d'identité fournie. OK. Voilà. Pour vous, c'est bon. Mais c'est ce que je propose moi à mes clients aussi. C'est effectivement de mettre en place un tableau avec la gestion des droits des personnes. Et on met qui a demandé, donc le nom de la personne, qui l'a traité, quelle a été la réponse positive, négative par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. On ne peut pas toujours répondre favorablement. Quel type de demande a été faite sur le droit d'exercice des droits des personnes. Voilà, on peut effectivement faire un tableau avec toutes ces questions et c'est très pertinent. Bah, effectivement, bien sûr, il faudra alimenter le registre des traitements avec un traitement en conséquence. D'accord. Bon, bah, merci. Mais oui, oui, ça c'est typiquement le genre de tableau, c'est parfait ce que vous faites, c'est tout typiquement ce que je fais aussi. C'est bon pour toute cette partie, le respect des droits des personnes. Et alors, le dernier point, qui est aussi un élément très important, ce qui concerne les données, le transfert des données en dehors de l'Union européenne. Je pense que vous l'aurez compris, on ne transfère pas des données en dehors de l'Union européenne comme ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de pays avec lesquels il y a des accords. Pareil, vous retrouvez la liste sur le site de la CNIL. Si toutefois vous voulez travailler avec un autre pays, il va falloir que l'entreprise avec laquelle vous allez travailler ait déjà un système, une procédure pour préciser qu'elle répond bien au RGPD. Mais ça peut être compliqué. Alors, soit elle a déjà fait toutes les procédures, et dans ces cas-là, tous les prestataires avec lesquels vous travaillez, moi, je vous invite systématiquement à aller voir les conditions générales ou la politique de confidentialité ou etc., toutes les informations pour savoir déjà ce qu'ils font de vos données, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont bien conformes au RGPD, parce que vous êtes responsable des sous-traitants avec lesquels vous allez travailler, d'accord. Et puis, s'ils transfèrent des données en dehors de l'Union européenne, parce qu'ils sont censés l'indiquer dans la politique de gestion des données, d'accord. Et s'ils transfèrent ces données en dehors de l'Union européenne, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils gèrent ça, etc. Et ça, dans la politique de confidentialité, qui peut s'appeler aussi politique de gestion des données, vous les aurez, toutes ces informations. Si elles n'y sont pas, il faut penser peut-être à aller un petit peu plus loin, à leur poser des questions. C'est important parce que voilà, c'est votre mise en conformité à vous. Donc, je vous l'ai dit, vous en êtes responsable. Donc, voilà, plus vous avez d'informations par rapport à ça, et plus c'est intéressant pour vous protéger et savoir comment faire. Il peut être des fois intéressant de changer de prestataire si besoin. Voilà. Et ça, c'est pas toujours, je sais que ce n'est pas toujours la solution idéale parce qu'il y a des entreprises qui travaillent avec tel prestataire parce que ça correspond exactement à leurs besoins, à leurs attentes, etc. Et quand cette entreprise ou ce prestataire ne répond pas complètement au RGPD, c'est pas simple. J'ai des clients, je pense à un client en particulier qui a fait le choix de quand même travailler avec un prestataire qui n'était pas conforme à 100%. Moi, j'ai donné en tant que DPO, j'ai dit, moi, je vous le déconseille. Maintenant, c'est vous qui êtes responsable de votre mise en conformité. Ce n'est pas parce que je suis DPO que je dois vous obliger à faire les choses. Je veux juste vous informer des risques que vous prenez. Voilà, mais derrière, c'était vraiment le prestataire qui proposait uniquement ce type de prestation. Il n'y en avait pas d'autres sur le marché. Donc, je comprends tout à fait les enjeux, parce que c'était vraiment quelque chose d'important en plus pour eux. Mais derrière, il faut penser aussi que si à un moment ou à un autre, ils souhaitent revendre ou quoi que ce soit, ça peut aussi poser des problèmes à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment se poser la question, quand on prend un prestataire, est-ce qu'il transfère des données en dehors de l'Union européenne? Donc, il faut lire les petites lignes, ce n'est pas ce qui fait plaisir, on est bien d'accord, mais c'est là où vous trouverez ces informations. Voilà. Mais vous, voilà, ne transférez pas de données en dehors de l'Union européenne sans connaître ce qui se fait par rapport à ça. Est-ce que c'est clair par rapport à ces informations? Ça, c'est vraiment les 7 règles d'or. C'est vraiment, je pense que Bastien, si vous avez commencé à remplir le registre des traitements, vous devez reprendre, alors j'ai pas tout repris bien sûr dans le registre des traitements, mais c'est vraiment les points en tout cas qu'on retrouve et qu'il faut avoir en tête régulièrement parce que voilà, les sanctions de la CNIL reposent bien souvent sur ces points-là. Donc licéité, finalité des traitements, la pertinence des données, on ne collecte pas ce dont plus que nécessaire, la limite de conservation des données, l'obligation de sécurité, le respect des droits de personne, les transferts des données. Voilà, ça c'est la base. OK. Est-ce que la partie prospection, ça vous intéresse? On fait un petit point quand même? Non?
Nicolas, Bastien, je ne sais pas. Ouais. Oui, si. Quand même. Ouais, très bien. Alors, il y a quelques petites règles à connaître qui sont assez basiques. Si vous travaillez avec des particuliers, eh bien, vous ne pourrez pas faire de prospection sans leur accord. Voilà, ça c'est la base, c'est le principe. Pour pouvoir faire de la prospection, il faut l'accord des particuliers. Mais au même titre que quand on vous prospecte ou qu'on vous appelle chez vous, voilà, vous n'avez pas forcément envie d'être dérangé en permanence. Et le fait, en fait, derrière de se dire j'aimerais bien qu'on respecte un peu le fait que j'ai pas envie qu'on m'appelle en permanence. Maintenant, je vous ai dit d'arrêter de m'appeler ou de m'envoyer des messages. Voilà, il faut derrière que ça soit pris en compte. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise, il va falloir s'assurer que vous respectiez bien les individus. Donc ça, c'est la base. En B2C, ok, ça marche comme ça. Il y a quand même 2 exceptions. Heureusement, c'est bien. C'est à partir du moment où vous travaillez déjà avec une personne, que vous avez déjà des clients, vous avez la possibilité quand même de leur envoyer des mailings, de la publicité sur des produits ou des services analogues à ceux que vous proposez. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si toutefois vous êtes une association caritative, vous avez aussi la possibilité d'envoyer de la prospection. Ça ne fait pas grand-chose, mais voilà, c'est quand même des choses intéressantes à avoir en tête. Hop. Hop. Voilà. J'essaye de mettre pour pas trop cacher. Je ne sais pas si vous, vous sur l'écran, en fait, vous n'êtes peut-être pas impacté par les images, parce que je déplace en fait vos vidéos. Mais oui, vous n'êtes pas impacté par rapport à ça. De toute façon, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, quand vous faites de la prospection, il faudra systématiquement penser à mettre cette information. Vous précisez qui vous êtes. Il faut qu'en fait, les personnes que vous allez contacter sachent quelle entreprise les contacte et donner à ces personnes la possibilité de se désinscrire, de s'opposer par n'importe quel biais, mais il faut que ça soit un biais qui soit accessible facilement et qui soit simple et gratuit. Voilà. C'est toujours pareil, pensez qu'il est préférable de ne pas énerver les gens avec lesquels vous travaillez ou avec lesquels vous avez envie de travailler pour que derrière, ils souhaitent continuer à travailler avec vous. Si derrière, en fait, ils ont des mailings et qu'ils n'arrivent pas à se désinscrire, si à un moment ou à un autre, en tout cas, ils se poseront la question de revenir vers vous, ça, c'est quelque chose qu'ils vont se rappeler et diront, non, en fait, ça ne s'est pas super bien passé, ils n'ont pas trop bien respecté les données, ma façon de voir les choses, mes droits, donc je n'irai pas travailler avec eux. C'est vraiment une relation de confiance, en fait. C'est la base aussi, c'est important. Éviter de perdre la confiance des personnes avec lesquelles vous travaillez ou avec qui vous seriez en mesure de travailler. Voilà, ça c'est la base. Bon, je viens de le dire, on précise l'identité, on met un moyen simple de s'opposer. La CNIL est assez vigilante là-dessus et principalement en ce moment, il y a beaucoup de prospection qui se fait et elle a tendance un petit peu à vérifier un peu ce qui se fait aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, on peut se dire que oui, mais elle va contacter ou vérifier que les grandes entreprises. Il y a une petite entreprise qui s'est fait en tout cas contrôler récemment. Alors, peut-être que c'est l'année dernière, j'ai plus en tête. Mais c'est une entreprise, en fait, ils étaient 2. Sauf que leur activité principale, c'était de la prospection. C'est-à-dire qu'ils démarchaient des entreprises pour proposer de faire leur prospection. Et que derrière, ils n'avaient pas pris en compte un petit peu tout ce qui était nécessaire au niveau légal, ce qu'ils avaient le droit de faire, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Et ils faisaient ça un petit peu n'importe comment. Sauf que forcément, il y a plein de personnes qui ont porté plainte et que la CNIL est allée voir ce qui se passait. Et ils se sont aperçus que ce n'était pas du tout bien la façon dont ils travaillaient. Donc, elle les a sanctionnés. Et ce n'était pas un montant énorme de la sanction financière, sauf que pour une entreprise où ils sont 2, j'imagine que ça impacte quand même bien leur trésorerie et ça a quand même une conséquence. Sans parler bien sûr du fait que le nom a toujours été divulgué. Voilà. Donc, la prospection pour les particuliers, il faut obtenir l'accord. Alors, un élément important, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de prouver votre mise en conformité. C'est-à-dire que si pour contacter des personnes, vous avez besoin de leur consentement, il va falloir être en mesure aussi de prouver que vous avez bien obtenu le consentement. Alors, bien souvent, c'est un développement informatique qui se fait, ce n'est pas forcément bien compliqué à mettre en place, mais ça, il va falloir le conserver aussi. Il faut que si la CNIL vient ou autre, que vous soyez en mesure de dire, moi, j'ai toutes les infos, c'est tout ici.
Alors, quand on travaille en B2B, c'est quand même plus facile, heureusement. On n'a pas besoin du consentement des personnes, d'accord? On peut contacter les entreprises. En revanche, on les informe quand même que leurs adresses mail seront utilisées à des fins de prospection. Voilà, c'est toujours des petites phrases. En fait, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de transparence. Ben là, c'est vraiment le cas. On va expliquer ce qu'on fait. Voilà, on a votre adresse mail, on peut l'utiliser à des fins de prospection. Très bien, mais la personne n'a pas besoin de consentement. En revanche, il faut toujours, toujours pareil, hein, le but d'éviter que ces personnes ne soient pas énervées, on est en mesure de s'opposer à n'importe quel moment à la fait de recevoir des mailings. Alors, je pense que si vous utilisez des mailings, il y a Sendinblue, bien souvent les plus connus, Mailchimp, c'est ceux qui sont les plus couramment utilisés. Derrière, ils mettent un petit lien de désinscription. Si vous envoyez des mails et qu'il n'y a pas de lien de désinscription possible, vous mettez une petite phrase en bas en disant vous pouvez contacter cette adresse mail et demander à ne plus recevoir d'informations de notre part. Voilà, c'est trouver une astuce en fait systématiquement pour faire en sorte que les personnes puissent vous contacter et dire voilà comment on peut faire pour refuser de recevoir des informations de votre part, tout simplement. Alors, il y a quand même un élément important parce qu'on parle d'adresse professionnelle, mais qu'est-ce qu'une adresse professionnelle exactement? Une adresse professionnelle, c'est par exemple paul.toto@lenomdelasociété.fr. Ça, c'est ce qu'on appelle une adresse professionnelle. Alors certes, vous allez me dire, il y a paul.toto, donc ça nous donne le nom de la personne. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que ça reste une donnée personnelle. Et ça nous donne une information complémentaire qui est le nom de la société. Donc en plus, on sait où il travaille. OK, mais très bien. Mais ça reste une relation professionnelle. Donc dès que vous avez ce type d'adresse mail, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, pas besoin de consentement. Il suffit juste, en fait, je vous le rappelle, de mettre un lien de désinscription, en tout cas une possibilité de se désinscrire. Alors après, les adresses que j'appelle plus génériques, où il n'y a pas de données personnelles, en fait, parce que c'est info@nonsociété.fr, contact@lenomdelasociété.fr. Là, on n'identifie personne. Donc là, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Alors après, bien sûr, ça reste toujours, j'ai toujours tendance à dire que ce n'est pas forcément des adresses qui vont avoir une qualité un résultat probant, une réponse en tout cas satisfaisante par rapport à de la prospection. Mais je vous invite quand même toujours à mettre un lien de désinscription parce que derrière cette adresse-là, il y a peut-être quand même quelqu'un, d'accord? Et si vous pouvez éviter aussi de l'énerver, voilà, ça peut être quand même assez intéressant. Qu'elle ait quand même un petit lien de désinscription pour dire, stop, ok, j'aimerais bien que ça s'arrête. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous sur ces parties-là? Alors, on retrouve toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes informations et les mêmes obligations par rapport que ce soit en B2B, en B2C. On précise qui on est, d'accord? L'identité de l'annonceur, toujours. Et on propose toujours un moyen simple de s'opposer. Alors, si vous, à un moment ou à un autre, vous mettez une case à cocher, la petite astuce hyper importante, la case ne doit pas être cochée au préalable. Ça, c'est on ne coche rien. C'est la personne qui doit faire cette action qu'on appelle une action positive de cocher avant de faire son choix. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est clair pour vous? Bon, vous êtes bon pour de la prospection. Alors, brièvement, on va aborder le point de sous-traitance parce que souvent, c'est quand même un point important aussi. Il faut, pardon, hop, un sous-traitant, en fait, c'est alors soit vous pouvez être sous-traitant, soit vous pouvez faire appel à des sous-traitants, mais à quel moment réellement on est sous-traitant? On est sous-traitant à partir du moment où on va avoir accès aux données personnelles de notre client. Si vous l'exemple le plus parlant, ça peut être, par exemple, on peut prendre un prestataire pour faire la paye de notre entreprise. Il va avoir accès aux données de nos salariés. Et les données des salariés sont aussi des données personnelles que vous devez aussi protéger. D'accord? Donc, forcément, ce sera considéré comme un sous-traitant. Typiquement, le comptable est considéré comme sous-traitant aussi. La personne qui va faire du mailing, du moment que c'est lui qui envoie cette personne-là le mailing et qu'il a donc accès à toutes les adresses mail de vos clients, forcément, il sera considéré comme sous-traitant. En revanche, une entreprise qui fait juste, disons, de la maintenance, qui va venir nettoyer votre photocopieur, s'il n'a pas accès à vos données personnelles, il ne sera pas considéré comme sous-traitant. Ce sera juste un prestataire.
Est-ce que c'est clair pour vous la différence? Parce que ça a vraiment une importance dans le sens où vous êtes responsable des sous-traitants que vous prenez. Parce que je vous l'ai dit, s'ils ne sont pas conformes ou s'ils font une erreur, s'il y a une violation de données à un moment ou à un autre, vous serez obligé de faire cette déclaration, de faire de la notification à la CNIL de violation de données. Et si c'est fait par un sous-traitant, cette erreur, il va falloir expliquer. C'est toujours pareil. Donc, si votre sous-traitant n'est pas conforme, la CNIL va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est toujours pareil. Du coup, si vous avez pris quelqu'un de pas conforme, vous, même si vous êtes bon dans votre conformité, là, l'utilisation d'un prestataire, d'un sous-traitant non conforme va mettre à mal votre mise en conformité. C'est clair pour vous? Alors, il faut savoir juste brièvement, en fait, si vous êtes sous-traitant ou si vous faites appel à des sous-traitants, ils ont des obligations qui n'étaient pas d'actualité avant l'entrée en vigueur du RGPD, c'est-à-dire qu'ils doivent vous signaler si toutefois ils s'aperçoivent que vous faites un non-respect à un moment ou à un autre du RGPD. Ils doivent vous le signaler. Alors, vous, derrière, vous faites ce que vous voulez, mais l'obligation de sous-traitant, c'est de dire attention, là, vous utilisez des données, mais vous ne respectez pas le RGPD. Ce n'est pas bon. Voilà ce qu'il faudrait faire, par exemple. Elle a des obligations un petit peu de conseil par rapport à son client aujourd'hui. Par exemple, typiquement, une entreprise qui va mettre en place des sites Internet, elle devra mettre en place aussi tout ce qui concerne le RGPD, la politique de confidentialité. Donc là, elle devra conseiller son client aussi. Si elle ne peut pas le faire, elle dira à son client, nous, on met en place le site Internet, d'accord? Mais derrière, il faudra penser à mettre cette politique de confidentialité, cette politique de gestion des données personnelles. Alors, c'est la même chose, on utilise juste le nom qu'on veut, mais derrière, ce sera à vous de le faire et c'est obligatoire. Voilà, par exemple. Expliquer aussi sur la mise en place d'un site Internet, par exemple, qu'il y a des cookies. Voilà, parce que quelqu'un qui va acheter un site Internet, il ne sera pas forcément au courant de toutes ses obligations. En revanche, le sous-traitant, lui, il va être au courant de toutes ses obligations, donc il devra accompagner son client par rapport à ça. Et ça, c'est valable pour toutes les activités. OK, c'est bon sur la sous-traitance? Alors bien sûr, je vous conseille toujours, quand vous avez un sous-traitant ou quand vous êtes sous-traitant, mettez en place des contrats où vous allez expliquer dedans tout ce qui doit être mis en place. Et puis surtout, si vous avez un sous-traitant, bien définir la façon dont vous finissez le contrat. C'est-à-dire qu'à la fin du contrat, qu'est-ce que le sous-traitant va faire des données personnelles? Il devra les détruire et devra vous restituer tout ce qui vous appartient et détruire tout le reste. Il ne doit plus rien avoir dans ses bases informatiques vous concernant. Petit point précisant, complémentaire en parlant d'informatique, il faut savoir que le RGPD ne concerne pas uniquement l'informatique. C'est-à-dire que si vous avez des documents papier, le RGPD aussi va s'appliquer si vous avez des contrats, comme ça se faisait bien, ça se fait peut-être encore dans beaucoup d'entreprises, mais par exemple, les contrats des salariés, souvent, en fait, on a une version papier. Il faut bien avoir en tête aussi que tout ce qui est version papier est concerné par le RGPD. Donc, dispositifs de sécurité nécessaires en fonction du niveau de données personnelles collectées, etc. C'est clair? C'est important parce que souvent, en fait, les personnes s'imaginent que du coup, c'est uniquement les données en papier qui sont informatiques qui sont concernées. Voilà, voilà. Alors, du coup, là, c'est vous qui allez travailler. Ah non, j'ai pas mis l'exercice. Si, alors attendez, je redéplace mon petit écran. Est-ce que... Ah non, j'ai pas mis l'exercice. J'ai deux slides. Soit je la fais sous forme d'exercice, soit je la fais sous forme de tout est expliqué. En fait, je voulais juste vous donner un exemple en vous disant l'entreprise A, elle fait telle activité et voir qui était le responsable de traitement et qui était le sous-traitant. Bon, du coup, on va la lire comme ça. Donc, une entreprise A offre ses services. Offre ses services d'envoi de courrier de prospection commerciale en utilisant les fichiers des entreprises, donc qui sont ses clients, des entreprises B et C. Donc, on est bien d'accord que l'entreprise A, ça va être l'entreprise, elle sera sous-traitante des entreprises B et C. Puisque du coup, elle va travailler pour les entreprises B et C avec leurs fichiers clients. D'accord? Donc, les entreprises B et C sont responsables du traitement de gestion de leurs clients. OK? Sur la façon dont le courrier sera envoyé. Ça va jusque-là? En revanche, il faut quand même avoir en tête un élément. L'entreprise A, qui est donc considérée comme sous-traitante des entreprises B et C, elle sera aussi responsable de traitement sur la gestion de ses clients, de ses salariés, etc.
D'accord? Ouh, ça cogite, hein. En fait, quand on est sous-traitant, on a 2 casquettes. On a la casquette responsable de traitement, parce qu'on est une entreprise qui traite les données de nos clients, de nos salariés. C'est une entreprise pardon, qui traite les données de ses salariés et de ses clients. Donc, elle est responsable de traitement sur cette partie-là. OK? Sauf qu'à un moment ou à un autre, elle peut devenir responsable de traitement, sous-traitant, pardon, à partir du moment où elle a des clients et qu'elle a accès aux données personnelles de ses clients. Est-ce que c'est plus clair? Bastien, c'est bon, Nicolas? Ouais? Pierre? Oui. Parfait. C'est pas toujours la partie la plus agréable et la plus facile à comprendre, en fait. Mais je ne rentre pas plus dans le détail pour aujourd'hui. Alors, j'ai mis quelques petits exemples aussi intéressants, je pense, quand vous avez un site Internet. Pareil, le site Internet, eh bien, il doit être en conformité avec le RGPD. Et pour ça, il y a des petites choses à faire. Alors, pensez bien que c'est vraiment important et c'est pour ça que j'en parle régulièrement. C'est important parce que, en fait, le site Internet, c'est le site sur lequel vous allez… c'est la première chose qu'on va voir de vous. Et si à un moment ou un autre, la CNIL a une ou deux plaintes contre vous, eh ben, elle peut aller voir dans un premier temps votre site et voir un petit peu ce que ça donne, voir si le site il est conforme ou pas. Si déjà le site est conforme, on va se dire qu'elle a déjà quelques bonnes pratiques, cette entreprise. C'est déjà pas mal. Moi, c'est vraiment la première chose que je fais quand j'ai un nouveau client. Première chose que je regarde, c'est son site Internet. Ça me donne déjà une idée, en fait, du niveau du RGPD. Alors après, ça peut être parce qu'il a pris un sous-traitant qui a très bien fait les choses, donc auquel cas c'est top. Mais voilà, il a déjà il a déjà des bonnes actions mises en place. Si je vous parle de cookies, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est parlant ou pas du tout? Nicolas? Pas du tout parlant? Ok. Les cookies, c'est pas du tout. Je parle pas des cookies qui se mangent, hein, on est bien d'accord, hein. Je parle des cookies qui se mettent sur l'ordinateur, hein. Si, quand même, plus ou moins. Ouais, quand même, Oui, d'accord. quand même. Bastien? Pierre? Pareil, plus ou moins. Après, c'est vrai que c'est une notion qui est un peu vague. Ok. Alors, les cookies, en fait, c'est quand vous allez sur un site internet, c'est un traceur. C'est un traceur qui va récupérer un certain nombre d'informations vous concernant, pour faire très simple. D'accord? En général, il récupère l'adresse IP. Ça peut être intéressant et vous voyez que l'adresse IP a été récupérée quand, par exemple, vous allez sur un site, que vous n'êtes pas forcément connecté, mais que vous avez déjà mis des choses dans votre panier sans vous connecter. Et quand vous revenez sur ce site, vous apercevez que des fois, en fait, vous retrouvez votre panier avec les infos, enfin ce que vous avez mis dedans, alors que vous n'étiez pas connecté. Tout simplement, c'est en fait les cookies qui auraient été mis en place et qui vont permettre de retrouver ce panier. Et ça, c'est des cookies pour lesquels il n'y a pas besoin de consentement. Mais voilà, en gros, c'est un traceur qui va suivre un petit peu ce que vous faites, qui va aussi vous permettre, en tout cas aux entreprises, de faire des statistiques sur la façon dont les personnes vont aller visiter leur site. Donc ça, c'est des cookies pour lesquels il n'y a pas forcément de consentement non plus. Heureusement, c'est intéressant parce que derrière, il faut aussi quand même que les entreprises puissent travailler aussi. Et en tout cas, avoir un retour sur leur site. Dire, tiens, ils vont sur la première page, ils vont sur la deuxième, mais ils ne vont pas sur la troisième alors que c'est la plus importante. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué à ce niveau-là? Ils sont restés tant de temps sur telle page, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment des éléments importants, ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'obligation d'accord par rapport à ces points-là. En revanche, ça peut aussi permettre de recueillir un petit peu les informations sur les différents sites que vous allez voir, sur ce qui va vous intéresser. C'est ce qu'on appelle un petit peu pour vous permettre de vous envoyer de la publicité ciblée derrière. Et c'est là où justement, en fait, alors quand vous êtes un individu, vous avez la possibilité aujourd'hui de choisir. Je ne sais pas si vous visualisez bien, mais quand vous allez sur un site, est-ce que vous avez déjà fait attention? Vous acceptez ou vous n'acceptez pas les cookies? Vous avez possibilité d'accepter, de refuser. Comment vous réagissez par rapport à ça? Nicolas, par exemple? Généralement, j'accepte. Toujours. D'accord, sans vous poser plus de questions. C'est vrai, ouais, non. Non, non, mais ce n'est pas une critique, hein, c'est juste pour savoir connaître le fonctionnement. Très bien. Bastien? Quand ça demande trop d'autorisation, je l'ouvre en navigation privée, comme ça les cookies sont détruits après. Oui, mais vous les acceptez, vous les refusez?
En navigation privée, je les accepte, D'accord. puisqu'ils sont détruits à la fin de la session. Ah oui, j'avais pas compris, pardon. OK. Et Pierre? Bon, la plupart du temps, j'accepte. C'est vrai que j'ai déjà regardé par curiosité. C'est vrai qu'il y a des sites qui proposent justement de faire une sélection personnalisée des cookies, mais c'est vrai que la plupart du temps, j'accepte. Enfin, D'accord. Donc, ça, pour le coup, c'est super pour les entreprises parce que du coup, elles vont pouvoir continuer à faire des statistiques, à regrouper les informations qui leur sont nécessaires, etc. Donc, ça, pour les entreprises, en fait, c'est du bonheur. Et en fait, aujourd'hui, les choses ont changé par rapport en fait, aux cookies. Il y a la réglementation évolue un petit peu. Et alors, je ne sais pas, ah non, parce que vous les acceptez, mais de temps en temps, en fait, maintenant, comme en fait, la réglementation permet aux internautes d'accepter ou de refuser les cookies, donc de ne plus avoir de publicité ciblée ou en tout cas d'informations sur la façon dont les gens naviguent un petit peu sur le net. Il y a certains sites où quand vous refusez les cookies, bah, du coup, ils mettent le site payant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ça. Je crois que c'est Marmiton qui fait ça ou 750 grammes, je ne sais plus, c'est Marmiton. Ouais. Et en fait, bah, du coup, ils ont détourné le système en se disant, OK, on peut refuser les cookies, très bien, sauf que si vous voulez accéder à notre site internet, bah, il va falloir payer. Alors, ils le présentent de façon en expliquant pourquoi, plus ou moins, mais voilà, c'est vous refusez les cookies, très bien, mais vous payez. C'est une façon de faire. Je n'émettrai pas de jugement par rapport à ça. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, il est très important de mettre des informations sur les cookies que vous allez collecter et de laisser à l'internaute la possibilité d'accepter ou de refuser. Ça, c'est la première chose. Alors, si votre site ne collecte pas de cookies, bah, vous le mettez tout simplement. Mais sinon, alors je vous ai mis un petit exemple de bandeau ici. C'est celui que propose la CNIL dans les exemples. Vous pouvez l'utiliser. Il suffit juste de le personnaliser en fonction de votre activité. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on met? C'est en poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de tels cookies pour vous proposer, par exemple, d'améliorer nos performances, etc. Voilà. Et on met souvent aussi un lien avec la politique de confidentialité ou en tout cas des informations par rapport à l'utilisation des cookies. Et normalement, quand c'est bien fait, on a la possibilité de choisir et d'avoir tout accepté. On peut cliquer dessus et se dire, ben, OK, j'accepte tout. Ou alors après, ça peut mettre directement tout refusé. Ou si ce n'est pas le cas, en savoir plus. Et là, on a possibilité de choisir. Alors, de plus en plus, on voit les sites qui se mettent en conformité, on voit évoluer les choses. Et maintenant, c'est vraiment, on a ces deux boutons qui apparaissent et ça, c'est vraiment top. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas de tous les sites, mais la CNIL aussi est particulièrement attentive en ce moment, comme il y a eu une évolution en tout cas de la réglementation par rapport à ça. En ce moment, bah, c'est son petit kiff et elle vérifie sans problème un petit peu la façon dont vous mettez les cookies. Donc, en gros, c'est toujours la même chose, c'est vous informer. D'accord? Vous informez les internautes qui viennent sur votre site. Et là, du coup, bah, la licéité, qu'on a vu tout à l'heure dans les 7 règles d'or, c'est donc ce qu'on entend par licéité, c'est le consentement des individus. Normalement, il y a même maintenant, on voit aussi continuer sur ce site. Comment c'est mis? Continuer sur ce site sans accepter. Et puis voilà. Enfin, voilà, il y a des choses, on sent que ça évolue tranquillement, tout doucement. Quand vous irez sur des sites internet, maintenant, regardez un petit peu la façon dont c'est fait. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton en savoir plus et autres et de voir comment c'est fait pour justement vous dire voilà ce que vous devez faire si vous avez un site internet. Alors, je ne sais pas si vous avez un site internet, je ne sais pas poser la question, effectivement. Nicolas, ben oui, je pense que Nicolas, oui, c'est Oui, sur oui, la communication, oui, bien sûr. oui. Et il est conforme, il a des... Des cookies? Oui. Parfait. Bastien, vous avez un site internet? OK, il est conforme? Oui. Parfait. Pierre? non, pas encore. Nous, on n'en a pas. D'accord. Bon, voilà donc ce qu'il faudra faire quand vous allez choisir d'avoir un site internet. Alors après, ça peut être un site vitrine, les choses sont plus faciles, mais il y a quand même attention à l'accord ou pas de ces cookies. Pour information, on retombe toujours sur informer les informations qu'on a vues préalablement. Donc, c'est informer de façon claire et précise de la finalité. La finalité, c'est l'objectif. On obtient le consentement, donc l'ICIT, et fournir aux internautes un moyen de refuser. Ça, c'est le droit des individus. D'accord?
C'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on retombe de nouveau encore sur la durée de validité de son consentement. Donc là, il est valable 13 mois. Donc, vous voyez les questions, les 7 règles d'or qu'on a vues, c'est vraiment ce qu'on va retrouver en permanence, en fait. Voilà, c'est pour ça que je tenais à les aborder. Quand vous avez en tête ça, eh ben, vous pouvez comprendre un petit peu mieux. Quand vous avez un formulaire de contact aussi, forcément, il y a des choses à faire attention sur lesquelles vous devez être pointilleux. C'est on limite le recueil des données, d'accord? On va prendre uniquement ce dont on a besoin et pas en se disant ah peut-être que j'en aurais besoin. Bon, en général, on le voit bien hein, sur les formulaires de contact, il y a très peu d'informations. Alors, bien sûr, on ne va pas te collecter de données sensibles à ce niveau-là. Même si c'est nécessaire pour l'activité, on réservera la collecte de données sensibles à une étape ultérieure. Et toujours pareil, on indique de façon claire les finalités de la collecte et on offre toujours une possibilité simple d'exercer les droits d'utilisateur. D'accord? Voilà, par exemple, pour mieux comprendre un formulaire de contact tel qu'il était avant le RGPD. On voit, bon, nom, prénom, enfin, nom, société, téléphone, email, le message. Il n'y avait pas d'information sur la finalité, il n'y avait rien d'autre. Et voilà comment il est aujourd'hui. Ah bon, celui-là, il est un peu plus complet. Hein. Je l'ai pris sur un site, mais il a un petit peu plus d'informations parce qu'il demande le motif, parce qu'il en a besoin en fait par rapport à ça. Mais comme je l'ai trouvé plutôt complet, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple. Donc, le motif, c'est tout à fait légitime ou possible de le demander. D'ailleurs, il le met en obligatoire parce que j'imagine que derrière, ça va basculer vers tel ou tel service. Le nom, c'est indispensable parce que si on n'a pas le nom de la personne, c'est compliqué de répondre. L'adresse email, ça ne me choque pas que ça soit indispensable aussi parce que derrière, il va falloir pouvoir répondre à la personne parce que c'est un formulaire de contact, donc la personne va vous poser une question. D'accord? Et on peut demander le téléphone. Oups. Et là, j'ai une petite question. Pourquoi on ne le met pas en obligatoire aussi? C'est Parce pas que c'est peut-être nécessaire une au donnée traitement. sensible. Ce n'est pas une donnée sensible, le téléphone. Mais en revanche, je n'ai pas su qui a dit ça, ce n'est pas nécessaire au traitement. Ça va être, on est tout à fait d'accord. Ça ne va pas être nécessaire pour répondre aux messages. En revanche, ça peut être intéressant si par exemple l'adresse mail est fausse. On aura toujours un moyen quand même de contacter cette personne pour pouvoir lui répondre. C'est pour ça qu'il n'est pas en obligatoire en fait. Mais on peut le demander parce qu'il y a un intérêt. Et du moment qu'on peut expliquer cet intérêt, il n'y a aucun problème pour moi. On explique la finalité, on peut dire pourquoi on fait comme ça, on explique l'objectif, il n'y a aucun problème. Et là, on est toujours en fait sur les petites explications. Donc, on est transparent, toujours pareil. L'adresse email renseignée ici sera uniquement utilisée pour répondre par email, je déplace encore, à votre demande. Cette adresse email ne sera pas utilisée à des fins de prospection commerciale. Si toutefois ils avaient voulu proposer aux personnes d'avoir la possibilité de recevoir des mails, il aurait fallu qu'ils mettent une petite case ici, non cochée, en disant « J'accepte de recevoir des propositions commerciales ». Et là, la personne aurait pu cocher et être d'accord. Et là, c'est une possibilité. Et on retrouve encore la possibilité d'aller sur la politique de protection des données personnelles et d'avoir plus d'informations sur la façon dont vont être utilisées les données personnelles. Ça, c'est aussi important. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Ok, très bien. Un autre exemple aussi, vous avez un site internet et vous voulez collecter des informations pour la newsletter. Toujours pareil, en fait. Vous allez expliquer pourquoi. Toujours la transparence. Donc, abonnez-vous à la newsletter. La personne va mettre son adresse mail et va cliquer sur OK. Donc, il n'y a pas besoin de case ici pour dire j'accepte de recevoir la newsletter. Le fait de mettre l'adresse mail et de cliquer sur OK, c'est un acte positif, c'est suffisant. Par contre, ce qui est indispensable, c'est toujours pareil d'expliquer. Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour envoyer les informations de la CNIL. J'ai pris l'exemple de la CNIL parce que voilà, c'est ce que je pense être le mieux. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newsletter. Et toujours pareil, en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits. Alors, on explique. Il n'y a pas besoin de mettre des tartines d'informations, juste une petite phrase. C'est transparent, c'est clair, c'est précis, c'est parfait. Parce que d'être transparent, c'est très important, mais d'être précis aussi, enfin d'être clair en tout cas. Le RGPD parle aussi sur le fait d'avoir des informations qui sont compréhensibles par tous. Google s'était fait retoquer aussi sur un manquement, enfin ou sur un point. Il partait du principe que ce n'était pas suffisamment clair les informations qu'ils communiquaient.
Voilà. Donc ça aussi, ils avaient eu un problème par rapport à ça. Et effectivement, on ne retrouvait pas, on savait pas, on n'avait pas suffisamment d'éléments sur la façon dont ils travaillaient. On est bien d'accord. Je vous ai mis une petite checklist sur lesquelles il est important en fait voilà, pour vous, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc voilà, vous ayez bien en tête les points importants. Donc vous pensez à respecter les 7 règles d'or, d'accord? On ne collecte uniquement les données nécessaires. On informe toujours les individus. Si vous avez des contrats dans lesquels il n'y a pas d'informations sur les données personnelles, je vous invite à les modifier et rajouter cette clause. Vous trouverez énormément d'informations sur le site de la CNIL avec des propositions aussi par rapport à ça. Voilà. Alors, en général, bien souvent, tout ce qui concerne les données personnelles, le RGPD, c'est systématiquement mis un petit peu à l'écart. Par exemple, sur un site Internet, vous avez les mentions légales et vous avez ce qu'on appelle la politique comme on a pu le voir, la politique de gestion des données personnelles ou appelée politique de confidentialité ou autre. C'est mis sur un autre document, sur un autre lien. On met à part tout simplement pour être sûr que les individus puissent retrouver rapidement cette information sur les données personnelles, parce que je pense que vous l'aurez compris, il faut que ça soit facilement accessible, toutes les informations concernant les données personnelles. Donc, c'est pour ça qu'on le met à part. Et on s'assure en même temps que les personnes ont bien intégré cette information. Quand c'est par exemple sur un contrat, sur le contrat, si c'est mis sur une feuille à part et si ce n'est pas inclus dans les conditions générales de vente ou autre, là, on sait que cette donnée aura été prise en compte et souvent on la fait signer cette partie. Voilà, donc ça c'est important, on modifie les contrats. Les formulaires de contact, vous l'aurez compris, on met une petite ligne explicative. Si on a besoin du consentement, il faut que ça soit clair et précis et on sauvegarde ces informations. Donner la possibilité de refuser les cookies, d'accord, permettre à l'internaute de modifier ses choix à tout moment, ça aussi c'est un élément important. Rédiger une politique de données personnelles, c'est exactement ce que je viens de vous dire, avec un accès facile pour le retrouver. Au niveau sécurité, on utilise des mots de passe complexes. On utilise des mots de passe qui ne sont pas des dates de naissance, qui ne sont pas les noms de nos enfants, qui ne sont pas les noms de notre chien, mais plutôt quelque chose qui ne veut rien dire. Alors, bien souvent, mais peut-être que vous en avez déjà entendu parler, alors il y a plusieurs moyens en fait de mettre des mots de passe complexes. Soit vous prenez un générateur de mots de passe. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, ça peut être, vous avez juste un mot de passe à retenir, c'est top. Bon, après, il ne faut pas que ça plante. Ça, c'est un autre problème, mais voilà. Mais ça peut être une solution d'avoir des mots de passe toujours complexes et surtout spécifiques à chaque site. Donc là, on est bon. Ou ça peut être ce qu'ils appellent la méthode de mémorisation. Par exemple, on va prendre une phrase qui nous parle et on prendra uniquement en fait la première lettre de chaque mot. Ça peut être un moyen mémotechnique en tout cas. Mais dedans, on va rajouter systématiquement une majuscule, minuscule, caractères spéciaux et des chiffres. Pourquoi? Parce que je pense que ça vous parle, vous me dites si, voilà, n'hésitez pas à me dire, mais plus il y a des caractères différents, plus c'est compliqué en fait de pouvoir retrouver ces mots de passe. Voilà. En gros, un mot de passe simple, si je prends n'importe quel mot simple, en quelques secondes, il va pouvoir être craqué. Et plus je rajoute des éléments complexes, donc une majuscule, voire deux, un chiffre, un caractère, des caractères spéciaux, dedans, petit à petit, on s'aperçoit que le temps pour pouvoir accéder à votre mot de passe ou en tout cas le trouver, c'est de plus en plus long, voire même parfois impossible à trouver. Donc ça, c'est vraiment l'élément de sécurité de base. Alors peut-être que pour vous, c'est déjà effectivement évident, mais voilà. Si vous avez un site internet, je vous invite à le mettre en HTTPS, le S étant pour la partie sécurité. On sécurise les données. D'accord. On informe nos partenaires, nos collaborateurs qu'on fait attention à la façon dont on va utiliser les données. On met un mot de passe, si possible, s'il y a plusieurs collaborateurs, un mot de passe par collaborateur. Voilà, on est vraiment vigilant par rapport à ça. On va prendre des antivirus. Si on se connecte à un Wi-Fi public, c'est même mettre en place un VPN. Je vous déconseille, dans la mesure du possible, de vous connecter à des Wi-Fi publics parce que c'est un moyen facile de se faire pirater ou en tout cas d'intégrer, de mettre des petits logiciels espions dedans. Et puis, si vous avez un compte, en tout cas un site e-commerce,
soyez vigilants sur la façon dont vous sécurisez les données de la transaction bancaire. Passez par un site, par votre banque qui propose des choses. Alors, ça a un coût, on est bien d'accord, mais en revanche, ça permet quand même d'avoir une sécurité optimale normalement sur les transactions bancaires. Ça, c'était pour la petite checklist que vous pourrez retrouver. C'est pour ça que je vous l'ai mis parce que derrière, ça vous permet en fait d'avoir en tête. Alors, tout n'est pas dedans, hein, ce n'est pas exhaustif, mais c'est un petit peu ce qu'on a déjà vu ce matin. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, je radote, c'est pas grave, tant pis. Vous mettez en place la gestion des accès. Alors, la gestion des accès, c'est ce que je viens de dire, c'est par exemple un ordinateur ou en tout cas un accès à tel ordinateur pour telle personne, un mot de passe. Gestion des accès, ça peut être aussi, par exemple, j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un data center. Il y a des endroits où tout le monde ne pourra pas rentrer. Ça peut être aussi considéré comme la gestion des accès. Gestion des accès pour aller dans des salles qui sont spécifiques, avec n'importe qui ne pourra pas accéder à telle donnée, etc. Ça aussi, c'est valable pour les dossiers que vous avez. Si par exemple, vous êtes une dizaine de collaborateurs, et que tout le monde a accès à tout, en général, c'est mieux de faire, de limiter, de mettre des barrières entre chaque fichier parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde ait accès à tout. Ça, c'est comme il y a des données personnelles dedans, on est toujours aussi dans la gestion des accès par rapport aux personnes. Est-ce que je suis claire là? Je n'ai pas l'impression d'être très très claire sur cette partie. Oui, ça va. J'ai l'impression de m'être un peu embrouillée. Bon, je ne reviendrai pas sur, je ne vous ferai pas l'affront de vous réexpliquer le mot de passe. Question de stupide, enfin ça peut paraître stupide, mais on ne partage pas ces mots de passe. Si vous avez, alors bien sûr si c'est une personne de confiance, mais dans la mesure du possible, c'est vraiment quelque chose à bannir. Si vous devez partir en vacances, à ce moment-là, vous donnez accès à tel ou tel fichier durant la période de vos vacances pour que tout le monde puisse travailler, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse travailler, d'accord? Il faut trouver un moyen de donner l'accès à certaines applications qui seront nécessaires. Mais on évite de donner son mot de passe. Ou si on n'a pas la possibilité de faire autrement, dès qu'on revient, on change son mot de passe. Voilà. D'ailleurs, un mot de passe doit être changé régulièrement, hein. Ça, c'est bien aussi de temps en temps de le faire. Après, ça peut être une politique. Alors bon, vous n'êtes peut-être pas encore très nombreux, quoique si, Nicolas, vous êtes un petit peu nombreux déjà dans votre structure, mais ça peut être aussi une politique intéressante de faire changer les mots de passe. Donc, ça inclut une charte informatique aussi à mettre en place par rapport à ça. Parce que du coup, ça donne des directives par rapport à ce que l'entreprise souhaite mettre en place pour protéger un petit peu les accès, donc la sécurisation des données, etc. La façon dont on va mettre en place les mots de passe, la façon de les gérer. Par exemple, dès qu'il y a une mise à jour, je l'ai mis ici, mise à jour des applications, mise à jour des systèmes informatiques, il faut les faire systématiquement. D'ailleurs, il y a même certaines entreprises où en fait, c'est elles qui vont lancer les mises à jour quand il y en a, sur tous les ordinateurs pour être sûr que ça soit fait. Pourquoi c'est important? Peut-être que pour vous, ça vous parle, c'est complètement évident, mais souvent, quand il y a des mises à jour qui sont faites, ça peut être aussi pour pallier à des failles de sécurité. Donc, il faut toujours avoir la dernière mise à jour qui a été faite. Ça, c'est vraiment important aussi. Bien sûr, on protège le réseau et le Wi-Fi. On met en place des antivirus, tout ce qui est nécessaire par rapport à cette sécurisation des données. Je vous ai mis ici, si vous voulez tester un petit peu, savoir où vous en êtes au niveau sécurité, c'est la CNIL. Alors peut-être que certains le connaissent déjà, ce document. C'est un document que je trouve plutôt top, qui est très généraliste, hein, donc peut-être que ça ne correspondra pas du tout à votre activité, mais la CNIL fait toujours très généraliste pour répondre à un maximum d'activités et de personnes. Mais ça peut être intéressant de se dire, alors, sensibilisation des personnes, est-ce que j'ai bien sensibilisé tout le monde? D'accord? Authentification des utilisateurs, est-ce que chacun a bien un mot de passe, etc. Et toutes les cases cochées ou pas, ça vous donne déjà une information sur où vous en êtes au niveau de la sécurité dans votre activité, dans votre structure, dans votre startup. Là, il y a 2 pages. Si ça vous intéresse, quand vous récupérez le fichier, vous cliquez ici et vous avez directement accès au fichier. Et puis, vous pouvez vous amuser à récupérer et à répondre à ce petit questionnaire. Voilà, c'est plutôt sympa.
Et du coup, même si au moment où vous le faites, vous ne cochez pas toutes les cases, ça vous donne des directives, en tout cas les grandes lignes pour savoir comment faire évoluer les choses. Et peut-être que dans quelques mois, vous vous apercevrez que vous cocherez beaucoup plus de cases. Voilà. Alors je sais, je parle beaucoup de sécurité, mais je pense que vous l'aurez compris, la sécurité vraiment sur le RGPD, c'est un élément important. Et la dernière slide, après, je vous laisse la parole. J'ai pris un temps pour vous répondre à toutes vos questions par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle exactement violation de données? Parce qu'on imagine systématiquement le fait de s'être fait pirater. Alors oui, bien sûr, le fait de se faire pirater rentre en ligne de compte et dans la violation de données, mais pas que. Ça peut être par exemple la perte, l'altération, la divulgation, la destruction d'informations nous concernant. Vous vous rappelez OVH cet hiver qui a brûlé? Ce qui fait qu'il y a certaines entreprises qui ont tout perdu. Parce que normalement, on part du principe qu'OVH devrait faire plusieurs sécurisations sauvegardes des données. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé dans la sécurisation des données. Faites bien des sauvegardes régulières, 1 à 2 fois par jour, ou en tout cas de façon régulière. Si toutefois à un moment ou à un autre, vous avez un problème avec ce que vous avez ou vous perdez les informations, vous pouvez les récupérer. Ça, c'est déjà beaucoup, c'est très important. Mais du coup, OVH, voilà, ils ont perdu tout et il y en a des clients qui ont complètement tout perdu. Et derrière, ça leur a posé un problème parce qu'ils n'avaient pas fait de sauvegarde, eux, en interne. Et du coup, voilà, ils ont été obligés de faire une notification à la CNIL pour dire qu'ils avaient perdu toutes leurs informations. Donc, ça peut être ça aussi, c'est vraiment la destruction de documents qui peut être considérée comme telle et pour lesquels il faut réagir. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors l'idéal, avant tout, c'est de mettre une procédure en place que vous retrouvez sans aucun problème sur le site de la CNIL. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment on réagit quand on s'aperçoit qu'il y a un problème. Donc, la première chose à faire, c'est détecter et corriger les failles, mais surtout, avant tout, d'alerter la CNIL. Et puis après, bien sûr, on met en place toutes les actions nécessaires, les actions correctives pour pouvoir éviter que ça continue, en tout cas, dans la fuite de données, si c'est le cas. Et si besoin, on informe les personnes concernées. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, ça touche des données bancaires. Systématiquement, tout de suite, il va falloir informer ces personnes pour que les personnes puissent réagir et faire en sorte que leur compte soit protégé. Ou en tout cas, qu'elles s'assurent que derrière, il n'y a pas eu de sommes prélevées, etc. Voilà. Après, ça peut être au même titre que Bastien, vous disiez tout à l'heure, mettre en place un tableau pour l'accès des personnes, à la gestion des droits des personnes. Typiquement, c'est aussi intéressant d'avoir un tableau qui répond à peu près aux critères aussi sur la violation de données, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu l'information, on met la date, qui a traité la donnée, qui a eu cette information de faille, quelles sont les actions qui ont été menées, quelles ont été les failles et quelle est l'incidence pour les personnes. Voilà, c'est un tableau qui peut être mis en place aussi pour pouvoir suivre et gérer et dire à la CNIL, oui, on a géré aussi en interne. Voilà. Donc, je vous laisse, il reste 10 minutes. C'est un temps d'échange par rapport aux questions éventuelles que vous pourriez avoir. On a essayé de voir en tout cas les bonnes pratiques au quotidien. J'espère en tout cas avoir répondu à un certain nombre de questions que vous vous posiez. On n'a pas été plus loin parce qu'en 2 heures, ce n'est pas possible. Après, maintenant la parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions, des points que vous aimeriez revoir? Si c'est tout clair, c'est parfait. Mais bon, peut-être par rapport à ce que vous faites déjà dans votre avancée, je pense à Bastien, vous avez déjà bien travaillé sur votre mise en conformité. Est-ce qu'il y a des points qui bloquent, etc. Du coup, je me permets, Bastien, je vois que si tu n'as pas de questions. Christophe, du coup, je suis désolé, du coup, je suis arrivé à 11 h en cours de route. Je vous remercie pour l'intervention, c'était super intéressant. Du coup, j'ai une question un peu précise, mais peut-être que vous y avez répondu en amont, avant 11 h. C'est effectivement sur la politique des cookies. J'ai bien compris de votre propos, je comprends qu'il faut intégrer un petit plugin sur un site internet pour bien que les personnes puissent indiquer si elles acceptent, si elles refusent ou si elles acceptent potentiellement tel tracking. Est-ce qu'il est possible quand même, pour être entre guillemets conforme sur un démarrage, d'avoir une politique de confidentialité qui indique justement qu'il va y avoir des cookies, mais sans qu'il y ait ce plugin intégré qui fait que la personne va cocher le fait qu'elle accepte ou qu'elle refuse? Est-ce que c'est encore toléré ou est-ce que cette fois, dans la RGPD, il faut vraiment intégrer ce plugin, quoi? Non, c'est plus beaucoup toléré. C'est plus Alors, toléré. je vous invite à le faire rapidement. Soit vous ne collectez pas de cookies du tout,
Oui, Auquel cas, c'est bon. Oui. Vous l'expliquez. Soit si vous êtes amené à collecter des cookies, je vous invite à le faire rapidement. Ok, c'est clair. Voilà. C'est mieux. Oui, je comprends. Je me doutais de la réponse, mais je pensais qu'il y avait peut-être une tolérance. Mais... Non, il n'y a plus de tolérance, d'autant plus avec les mises à jour qui ont été faites. La CNIL, elle traque un peu là en ce moment, justement pour veiller par rapport à cette mise à jour. Merci, ça roule. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, je vous libère. C'était un temps que je pensais dédié. Est-ce que c'est clair par rapport à tout? Du coup, Christophe, est-ce qu'il y a des points? Vous aurez la présentation, mais sinon, est-ce qu'il y a des points qui... Vous travaillez avec Bastien, c'est ça? Non, je suis sur un autre projet, je suis seul. Mais en fait, j'irai regarder la première heure. En fait, j'ai vu qu'elle était enregistrée, donc j'irai regarder a posteriori la première heure. Ça m'intéresse. Et du coup, j'ai mis mes coordonnées. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas. Super. Voilà. Bon, écoutez, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions et puis à votre disposition. Et c'était un plaisir. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne continuation. Merci à vous aussi.